Alors, Voilà, donc bienvenue dans cette nouvelle collective. Ce soir, nous serons 4. Donc avec nous, Damien. Bonsoir Damien. Oui, bonsoir. Eh ben, me revoici. Moi, j'avais fait un petit tour au Grand Off le week-end dernier pour l'émission spéciale que vous pouvez d'ailleurs revoir sur YouTube. Voilà, me revoilà avec vous. Donc Marie. Rebonjour Marie, rebonsoir. hello, hello. Ah, vous voyez plus rien. Voilà. Et Ah ben, il n'y a plus Yannette. rien. Non, mais si, c'est bon, c'est Hmm. revenu. Bon monde. Et donc on en profite, on fait un coucou à Mathieu qui ne peut pas être avec nous ce soir. Donc, comme d'habitude et comme l'a dit Damien, donc vous pouvez nous suivre en direct sur Twitch. Vous pourrez nous retrouver sur YouTube dès demain pour revisionner ou visionner cette émission. Donc, comme d'habitude, hein, des actualités, une interview. Nous avons la chance ce soir d'avoir Laurent Frédéric Bollet avec nous, un immense scénariste. Et donc, vraiment, on le remercie déjà d'avoir accepté de venir parler avec nous de 3 nouveautés qu'il a, donc trois albums qu'il a sortis dernièrement. Ensuite, comme d'habitude, le club lecture. Nous continuerons avec nos chroniques. Marie nous dégotera certainement un petit jeu de Ah, derrière les fagots. Voilà. génial. Bonjour. Alors, Et il voit enfin, actuellement rien du tout parce que je suis en train de bidouiller l'écran, sinon ce serait pas marrant. Voilà. sinon tu improviseras. Et enfin, nous terminerons par l'agenda des sorties de février. Voilà, donc si on ne veut pas se mettre en retard, on commence avec nos actualités. Marie, Ouais, alors toi, ouais, donc j'ai une qu'est-ce que autre tu as actualité, mais fait? qui a aussi à voir avec le FIBD. Mhm. C'est que tous les ans, normalement, au Festival d'Angoulême, il y a les éditeurs et Rue de Sèvres et Glénat en tête font de grands événements pour annoncer leurs sorties, leurs enjeux de l'année 2026. Euh, là, j'ai pas mon deuxième écran, donc forcément, ça, je jongle entre les fenêtres. C'est une catastrophe. Sinon, ce serait pas marrant. Donc voilà, tous les ans, il y a ces événements au Festival Angoulême. Mais cette fois, forcément, pas de festival, donc pas d'occasion de faire ces annonces, souvent fort intéressantes, avec pour certaines des rencontres avec des auteurs, des rencontres avec des illustrateurs. Donc c'est toujours très très intéressant. Et les éditeurs ont cette année décidé de faire ces annonces sous une nouvelle forme, ou plutôt sous la même forme mais dans un autre carcan. Et se sont rassemblés sous la volonté du coup de Rue de Sèvres, ou plutôt sous l'impulsion de Rue de Sèvres et Glénat, qui sont tous les deux connus pour faire des gros événements au Festival d'Angoulême autour de leurs enjeux. Donc 6 éditeurs se sont rassemblés autour de Rue de Sèvres et Glénat pour annoncer leurs enjeux, leur gros temps fort bande dessinée cette année. Et parmi eux, on va retrouver notamment Casterman, Gallimard, Futuropolis, Tenkiss, Jungle. On a eu le droit à toute une journée d'annonces et de succession d'auteurs sur une grande scène avec de jolies annonces. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire l'ensemble de la liste parce qu'une journée entière, 7 Mhm. heures d'annonces littéraires, je ne vais pas vous les résumer en moins de 3 minutes. J'en ai choisi une sélection. Évidemment, j'ai choisi la sélection des albums qui, moi, m'intéressent, que moi, je trouve importants. Enfin, important. En fait, la plupart d'entre eux sont importants. Donc, je vous invite d'emblée à aller vérifier les actualités des éditeurs respectifs. Je vais vous redonner la liste à la fin. Parce qu'ils doivent annoncer tout ça dans leurs actualités sur les sites internet. Mais en tout cas, je peux vous dire que chez Rue de Sèvres, j'ai retenu notamment le retour de Neyef avec, donc Yen Neyef, si vous vous souvenez, c'est l'auteur de Rocarei qui avait fait pas mal de bruit à sa sortie. Et là, il revient avec une version collapsologique de Peter Pan. Donc collapsologique, je ne sais pas si vous connaissez un peu le terme, c'est les théories de l'effondrement. Écologique, sociétal, etc. Donc là, nous suivons une bande de gamins isolés qui cherchent un équilibre entre rêve d'enfant et survivre dans un monde où la société s'effondre et où les adultes, c'est tout le thème de Peter Pan, ne sont ni fiables ni responsables. Merci Capitaine Crochet. On retient aussi le retour d'Alex Alice qui, après les séries autour du Château des Étoiles et son univers toujours uchronique en format bande dessinée classique, ce soir revient avec un nouveau format. Il commence sa nouvelle série, Le Chant du Cygne Noir,
en version manga, imprimé pour le label 619. Nous sommes en 1880 dans l'univers uchronique galactique toujours d'Alex Alice, dans une ceinture d'astéroïdes en pleine exploration spatiale. Nous suivons une enquête de vengeance et de liberté et le design ne manquera pas de vous rappeler Akira, Albator ou encore Nausicaa de la vallée du vent. C'est évidemment une sortie que j'attends avec une immense impatience, vous pouvez vous en douter. Chez Glénat, on retrouve nombre de rééditions. On retrouve le retour de Ghost in the Shell et Bleach. Bleach qui va revenir dans une version compilée, enrichie. 3 tomes en un seul volume. Au côté manga, d'ailleurs, on retrouve également le sortie de l'artbook de Berserk, qui évidemment va s'arracher, je pense, en librairie. Et en bande dessinée classique, alors il y avait beaucoup d'annonces, mais je retiens l'histoire du hip-hop avec Radio Club. Donc c'est une vraie plongée dans les États-Unis d'une époque voilà, qui a beaucoup bougé. Je ne vais pas vous faire tout le synopsis, je serais incapable de le faire. Je ne me connais pas assez en hip-hop. On retrouve également la saga de Lou Sonata qui se conclut avec un 3e tome. Et si vous avez lu le tome 2, vous avez peut-être vu le plot twist final, le retour du père de Lou que nous ne connaissons pas. Donc là, toute la relation, l'enjeu du tome 3, c'est la relation père absent-fille, donc qui fait date. Et l'auteur ne sait pas ce qu'il va faire ensuite, mais il a sans doute déjà quelques idées. En tout cas, il est resté assez ouvertement énigmatique. Voilà. Teasing dont nous n'avons pas eu le droit à quelques miettes. Chez Futuropolis, on a David Sala qui revient avec une adaptation de Frankenstein qui est bluffante. Donc le récit de Mary Shelley avec sa patte graphique qui est absolument sublime entre couleurs extrêmement bariolées et géométrie impressionniste. C'est magnifique, David Sala, c'est absolument sublime. Donc voilà, l'auteur s'interroge sur ce qui s'y fait monstre. Et c'est plutôt parlant, en tout cas l'interview nous a vraiment beaucoup emballé. On retrouve aussi chez Futuro une BD inédite autour de la vie de Tolkien. Donc voilà, les amoureux de la saga du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, de tout ça. On retrouve une biographie qui raconte à quel point le professeur de littérature anglaise rescapé de la guerre, parce que oui, c'était ça, Tolkien aussi, c'était sa vie semée d'embûches, est intimement liée à son œuvre qu'il a écrite passé la quarantaine. Donc loin de l'image de l'auteur légendaire, du génie qui commence tôt, écrit tôt. Non, pas du tout. En fait, Tolkien, il a commencé à écrire relativement tard dans sa vie et tout son récit, aussi fantastique qu'il soit, est lié à sa vie d'homme tout à fait lambda. On retrouve également Zelba, j'ai oublié de le signaler, mais on retrouve Zelba avec Légère comme une enclume. Alors, si vous la suivez sur Instagram, vous allez sans doute voir ce dont parle l'album. C'est une compilation de 20 ans de posts Instagram avec, je cite, 70% de nouveaux sketchs dessinés. Parce que Zelda ne sait pas recycler du vieux, elle veut toujours faire du nouveau. Donc, même quand elle fait une compilation pour ses 20 ans de relation avec son auditoire, elle fait du neuf. Donc voilà, on a Zelba. Et je vais terminer, parce qu'il faut bien que je termine à un moment donné, sur 2 annonces de Senkiss qui nous a interpellés, si ce n'est interloqués, et qui est très intéressante. Senkiss signe un partenariat avec Mediapart pour une nouvelle collection de bande dessinée d'enquête. En 2026, il y aura une bande dessinée enquête sur le long cours autour de l'école qui est menée par Stéphane Tamaillon et TM au dessin. Et en 2027, on aura une enquête sur les coulisses des enquêtes Mediapart sur les violences sexistes et sexuelles. Donc là, on est vraiment dans l'autre côté de la fabrique du journalisme, sur des sujets costauds. Donc comment les femmes viennent les voir, comment ils sélectionnent les enquêtes, ce qu'ils font. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à raconter par là. Et ce sera Élodie Font et Lison Fernier qui seront aux commandes. Et la deuxième annonce, peu d'informations, mais importante, surtout qu'on approche des périodes d'élection. Donc c'est à noter. Stenkiss s'engage dans une proposition éditoriale sur les élections présidentielles de 2027. Alors c'est un choix éditorial qui est marquant. C'est, je crois, la première maison d'édition qui se positionne à ce point dans la politique
j'ai quelqu'un à côté de moi qui me perturbe. Dans les engagements politiques du pays. Donc, du coup, c'est assez notable de remarquer voilà, qu'il fasse cette annonce à ce moment-là. Donc, ce sera une maison d'édition qui présentera un titre par mois pendant 6 mois, entre octobre 2026 et avril 2027. Et l'objectif, c'est d'apporter à la connaissance des lectrices des outils d'analyse, de réflexion pour réfléchir autour d'une société désirable et accessible. Sans parti politique annoncé, en précisant qu'au sein même de la maison d'édition, ensemble, ils ne sont pas forcément d'accord. Donc voilà, j'imagine qu'ils veulent mettre un cadre pour dire attention, on ne prend pas parti pour qui que ce soit. Par contre, on veut donner des outils pour que chacun et chacune puisse voter en bonne conscience, on va dire ça comme ça. Oser, tout de même, comme annonce. Et il y a déjà 6 autoristes au moins et BDS qui sont engagés sur le projet. Dominique Méda, Max Luco, Agathe Cagé, Aude Massot, Claire Allais et Benjamin Adam. Et je m'arrête parce que j'ai complètement grillé le minuteur. Voilà. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de faire mon actualité plus tard parce qu'il est moins quart et je pense qu'il est l'heure d'accueillir Laurent Frédéric Bollet. Est-ce que vous m'entendez mieux ou pas? Est-ce que ça hache complètement encore? Ah, c'est mieux. C'est mieux. Non, c'est bien. Oui, Ouais. très bien. En attendant, Bon, donc je fais rentrer Laurent Frédéric. Oui, Ouais. merci Yannick. Le voici, le voilà, il hop est là. parmi nous. Alors, il est là, vous pouvez l'accueillir. Il faut. Ouais. Hello. Frédéric, bonjour. Est-ce que nous avons droit à une image ou pas? De moi? Oui. Oui, s'il te plaît. Ah, Ce Pas serait obligé, bien. mais dis c'est quand même donc. mieux. C'est quand même mieux. Alors, dans quoi je dois aller? Parce que je me voyais, moi, à l'instant Vers même. là. Hein. Ah, Ah, Alors, ta Donc, je caméra vais n'est dans pas allumée en paramètres. fait. oui, ça doit être ça. Alors, je vais dans paramètres utilisateur, peut-être. Peut-être bien, oui. Sur Discord. Attention. Alors, c'est soit celle, c'est voilà, celle-là, par exemple, ça vous va? Ah, Ah, parfait. génial. Bonjour. bravo. Ça C'est fait qui le- plaisir de voir le visage. Bon, ben, Bienvenue. bonjour tout le monde. Bonjour, Ouais, bonjour. bienvenue. Bienvenue. Je veux rester tranquille jusqu'à ce que je vois quelque chose apparaître, parce que je me disais ça doit s'agiter en coulisses, mais bon, ben, Non, ravi il de vous fallait retrouver en tout cas. Donc, voilà. Nous Bah, sommes merci là, nous beaucoup sommes là. Et nous sommes ravis d'être de revenu. t'accueillir. Parce que c'est vrai que votre actualité du mois de janvier-février est vraiment chargée. Et donc, nous allons en profiter pour parler d'un premier album. Alors, je le montre parce que j'ai la chance de l'avoir. Hein. C'est un album qui sort demain, si mes souvenirs sont... Non, le 11 février. Voilà, c'est ça. Ouais. Il sort dans une semaine et un jour. Et nous faisons partie de ces chanceux qui ont eu pu lire. euh, Exactement. l'opportunité de lire cet album sur un fait quand on n'est pas très jeune comme moi, que j'ai vécu et dont je me souviens. Et donc, je vais laisser Laurent Frédéric nous dire quel est ce fait dont il retrace le compte à rebours dans le visage du créateur. Donc, je précise, c'est avec Cristiano Spadoni au dessin et c'est chez Rue de Sèvres. Laurent Frédéric, je vous laisse la parole. Bon, alors je refais déjà un bonjour, bonsoir, un peu mieux que tout à l'heure. Merci pour l'invitation, ravi de faire votre connaissance et d'être avec vous. Et puis, bah, c'est très gentil de me laisser la parole et de mettre en avant mon travail avec ce beau roman graphique dont je suis effectivement très fier et dont j'avoue que le titre, effectivement, n'est pas complètement explicatif Exactement. du premier coup. Donc, Il est on en énigmatique, reparlera. oui. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est ce que j'appelle, ça fait partie de mes titres que je qualifie de poétiques, à vrai dire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une formule qui est plutôt pas mal, mais on ne voit pas trop à quoi ça fait référence. Donc, je vous expliquerai ça tout à l'heure, je n'en doute pas. Tout ça pour dire que donc, bah, c'est un fait divers, on va dire ça, mais c'est un fait qui nous a marqué quand on a effectivement un certain âge, Claire, je confirme. Car le 28 janvier 1986, donc nous sommes quasiment 40 ans après, jour pour jour,
Mhm. Les téléspectateurs français devant leur télévision ont pu voir en direct donc une navette spatiale. À l'époque, on était en plein dans cette épopée des navettes spatiales qui avaient succédé au programme Apollo. On parle bien évidemment de la NASA et de la conquête spatiale globalement américaine. Et donc, la navette spatiale Challenger, au décollage, a explosé en direct devant évidemment des milliers de spectateurs qui étaient sur place et devant des millions de téléspectateurs qui étaient devant leur télé, et pas seulement qu'aux États-Unis. Et évidemment, donc, c'est un drame absolu parce que nous avons tous vu donc 7 personnes mourir en direct. Même si dans les premières secondes, quand on voit cette déflagration et ce nuage instantanément se former, on est comme tout le monde, on se dit mais qu'est-ce qui vient de se passer là? On ne veut pas y croire et on n'y Mhm. croit pas littéralement. Mais effectivement, il n'y a pas d'autre explication et on le sait on vient de voir un drame absolu et on sait qu'il y a bien 7 personnes qui viennent de décéder sous nos yeux, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a marqué, puisque j'avais donc 15 ans à l'époque. Non, j'avais 19 ans à l'époque, pardon, 19 ans. Ah, je suis encore plus vieux que je pensais, zut. Et, en fait, non, j'avais 18 ans et demi, voilà, je n'avais pas encore fêté mes 19 ans. Ça y est, j'ai refait le calcul, mais enfin bon, voilà, j'étais déjà un peu connecté à l'actu, parce que j'allais devenir journaliste quelques années plus tard, tout autant que scénariste de bande dessinée. Et donc, ça m'a marqué, oui, voilà. Donc, 40 ans après, vous voyez, j'éprouve le besoin de revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est une histoire aussi très humaine, avec des destins qui ont été brisés, bien évidemment, mais bon, je veux croire que l'histoire est forte et on est dans les coulisses et je vous raconte tout. Et c'est évidemment, c'est vraiment un drame total, oui. Et alors, du Alors, coup, ouais, Claire, excuse-moi. Euh, on connaît déjà la fin, c'est un peu comme Titanic. Et comment on fait alors pour que des lecteurs viennent et pour garder leur intérêt? C'est un peu particulier, hein, parce qu'on sait que ça va exploser à la fin. Mais il y a Ah tout le ouais. cheminement. Alors ça, c'est la force du récit, hein, parce que je l'ai lu moi aussi. Et moi, je les ai vus aussi en direct, hein, j'étais plus Mm. jeune, mais je l'ai vu aussi en direct, ces images-là. Bon, alors, c'est marrant que tu cites Titanic, parce que je ne peux pas nier que j'ai repris la structure de Titanic. Parce que Ah, quand ah. vous vous souvenez de Titanic, d'après Mhm. moi-même, 2 fois dans le premier quart du film, 2 fois Cameron nous démontre que ça s'est terminé par le bateau qui Eh se oui, coupe. Voilà. mais oui. Parce que je crois que de mémoire, une fois, c'est vaguement en image un peu d'animé sur un ordinateur, mais ensuite, le type là dans le bateau, il prend une sorte de maquette et il mime un petit peu comment le bateau chavire, quoi, enfin, va Mhm. couler. Donc, effectivement, c'est bien la preuve que c'est pas parce qu'on connaît la fin on n'est pas obligé d'être attentif et d'être même captivé par l'histoire, parce que l'important ne devient pas comment ça va se terminer, mais ça va devenir comment on va y arriver, quoi. Et donc, je me permets de vous dire que j'avais connu le même souci, entre guillemets, avec évidemment mes co-auteurs Alcante et Denis Rodier sur mon roman graphique La Ah oui, Bombe, bien sûr. où il y a pas tromperie. On sait très bien qu'on va terminer par Hiroshima et que la bombe atomique, on sait tous qu'elle a bien explosé, qu'elle va donc exploser. Mais je crois effectivement que c'est un ressort humain que de malgré tout se laisser happer par effectivement une progression, une chronologie, une montée en puissance et un compte à rebours implacable. Après, je ne vous cache pas que c'est le talent ou le travail d'un scénariste que d'essayer de dynamiser les scènes de discussion, d'essayer de dramatiser justement le contexte général et de faire un découpage qui ne trahit pas la réalité, mais qui fait qu'effectivement le lecteur oublie comment ça va se passer pour se concentrer sur le comment ça va se passer. Et écoutez, oui, ça passe par ces petites recettes, quoi. On est là pour ça. Et ça Je marche très voudrais très rajouter. bien. On est vraiment happé, hein. Pardon, excuse-moi Yannick. On est vraiment happé par Et non, mais l'histoire. ouais, non, je voudrais rajouter que pour moi, l'artifice que tu utilises, Laurent Frédéric, pour arriver à cet objectif-là, c'est justement d'avoir ce compte à rebours. C'est-à-dire que tu utilises donc, tu séquences en disant tant de jours, tant de mois, tant d'heures avant que ça n'arrive, ce qui fait qu'en fait, il me semble en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça, mais tu vas nous dire comment toi tu l'as pensé, que justement ça vient générer du stress, que ça vient générer de la pression et que ça vient rappeler justement en fait que finalement cette fin que tout le monde connaît, tu l'imposes en permanence dans l'esprit du lecteur
pour lui dire attention, ça va péter, attention, ça va péter, attention, ça va péter, et ça pète. Ah Oui, oui, surtout écoute, que le mot qui est employé à chaque fois, c'est tant de mois, tant de jours avant la désintégration. Et je trouve que ce mot est extrêmement fort. oui, le mot désintégration est terrible parce que c'est un mot qui n'est d'ailleurs pas pris au hasard. Donc, comment dirais-je, dans la foulée de cet accident, vous pensez bien que, évidemment, ça a été un remue-ménage complet au niveau de l'organigramme de la NASA, au niveau de l'enquête. Il y a une commission officielle, comme souvent aux États-Unis, on forme une commission officielle et on étudie ce qui s'est passé. Donc là, c'est la commission Rogers. Je la mentionne hein, évidemment dans le livre, mais bon, c'est vrai qu'on ne rentre pas dans les détails, même s'il y en a un qui est très important et sur lequel vous m'interrogerez peut-être aussi tout à l'heure. Suspense, teaser. Mais tout ça pour dire que le mot désintégration est un mot qui, aux États-Unis, a été plus revendiqué que parler d'explosion. D'accord. Donc, effectivement, c'est plutôt technique. C'est par rapport au fait que ce sont des gaz qui se sont échappés. C'est aussi en rapport avec la vitesse d'explosion, parce qu'une vitesse d'explosion, si j'ai bien compris, des fois, ça va plus vite qu'une vitesse de déflagration. Et finalement, il y a le mot désintégration. Bon, même moi, je ne suis pas rentré dans ce débat parce qu'à un moment donné, c'est un peu technique et que ça ne changeait rien. Mais j'avoue que le mot désintégration, effectivement, puisque je l'ai vu officiellement, il est fort, effectivement. Et donc, c'est vrai que je l'ai gardé. Mais Yannick, tu as raison. Ça fait partie de ces ces petites recettes, de ces petits artifices peut-être, qui sont un petit peu des solutions plus ou moins faciles, mais qu'on aurait tort dans l'absolu parce qu'elles sont légitimes, parce qu'elles sont pertinentes de ne pas utiliser. Donc oui, moi j'avoue qu'évidemment j'ai éprouvé le besoin d'un peu de rythmer, d'autant plus que je savais que j'allais revenir quand même pas mal d'années en arrière. Évidemment, vous avez aussi compris en le lisant que mon intérêt n'était pas de me concentrer uniquement sur le matin, on va dire, du 28 janvier 1986, même si là on est en plein cœur du drame, c'était effectivement d'essayer de dégager tout un contexte. Et mine de rien, le contexte, je le fais remonter jusqu'aux années 60 avec un personnage féminin qui va devenir une ambassadrice de la NASA et qui est amenée à rencontrer Martin Luther King et qui a eu un rôle assez important aux États-Unis parce que bon nombre d'astronautes américains et dans l'étoffe des héros. Bon, excusez-moi, hein, je bavarde beaucoup, hein, vous m'interrompez si je fais Non, des non, mais vas-y, Non, non. dans les tunnels. vas-y. Dans l'étoffe des héros, on se souvient tous de ce film peut-être, Hmm. qui racontait comment les premiers astronautes ont vécu les premiers programmes de la NASA, c'est ce qu'on appelait les Mercury 7, le premier groupe de 7. Et il ne faut pas nier le fait qu'il y a il y a des choses qui inspirent les futurs astronautes. Vous savez que j'ai été à une époque journaliste de sport automobile. Je peux vous dire le nombre de pilotes qui m'ont dit que s'ils avaient voulu devenir pilote, c'était aussi parce qu'ils avaient lu Michel Vaillant étant jeune. Exactement. À un Ouais. moment donné, vous vous dites, oui, bah, s'il y en a autant qui me le disent, c'est que c'est vrai, il n'y a pas de doute, même si on se dit, oh bon, eh ben si, ça joue dans l'imaginaire, vous voyez, dans le rêve, entre guillemets, qu'un jeune peut se faire. Et ben aux États-Unis, on le sait, ils l'ont tous dit ou presque. Quand on devient astronaute dans les années 70-80, c'est parce qu'on était gamin et on regardait Star Trek à la télévision. Exact. Hmm. La série télé Star Trek, Enterprise, avec un générique assez mythique. Et une des actrices qui jouait dans Star Trek, le lieutenant, d'ailleurs son nom m'échappe, excusez-moi, Uhura, c'est ça. Michelle D'ailleurs, Nichols. voilà, j'ai le livre là à côté de moi, donc voilà, ah bah tiens, hein, c'est pas mal, voilà, on voit que Cristiano Spadoni l'a bien dessiné. Et ben Nichelle Nichols, Nichelle, hein, pas Michel, Nichelle avec un N, a effectivement été recrutée comme un peu ambassadrice par la NASA pour essayer d'amener des futurs astronautes avec la mission un petit peu d'attirer soit des Afro-Américains, ça c'est sûr, ou en tout cas d'essayer d'augmenter la diversité de ceux qui pouvaient se positionner, et notamment aussi les femmes. Et donc, Nichelle Nichols, mine de rien, elle fait le lien entre, effectivement, cette part de rêve qu'a pu représenter Star Trek à une époque, et c'est vrai, et la vraie réalité de la NASA dans les années 70 et le début des années 80. Avec un apport donc de Ronald Reagan qui lui a donc voulu que pour cette mission, dorénavant, il y ait des civils parce que jusqu'à présent, c'était donc
des professionnels. Et là, pour cette mission, allaient donc participer donc 2 personnages, un homme, une femme. Et c'est vrai que cette femme a beaucoup marqué les Américains et pas que les Américains. Parce que, Oui. voilà, c'est ça, Damien, tu la montres. Christa, donc enseignante dans une high school, et toute sa classe s'était déplacée. Alors, donc en plus de sa famille, toute sa classe se déplace à Cap Canaveral pour voir le décollage donc de la navette. Voilà. C'est vrai que si ce drame reste présent dans beaucoup de mémoires, c'est évidemment pour le drame en lui-même et la mort de cette personne en direct, mais quand même la mission. Quelqu'un, là, il y a quelques jours, m'a dit qu'il avait reçu le livre et puis il me dit: «Mais en fait, à la base, c'était quand même une mission de routine. Pourquoi on en parle autant?» J'ai dit: «Mais pas du tout. Ça n'est pas une mission de routine. Au contraire, elle est déjà fondamentalement importante». Mhm. Parce qu'effectivement, elle accueille en son sein 2 civils, donc 2 représentants de la société civile, comme on dirait plus maintenant. Alors un ingénieur, un homme, Grégory Jarvis, bon, je me souviens plus trop d'ailleurs même spontanément comment il a été sélectionné, mais il y avait eu un grand processus de sélection. Mais on savait qu'une femme serait sélectionnée et que cette femme serait une professeure, alors de lycée, non pas des écoles, mais bon, et qu'elle donnerait un cours dans l'espace. Ça avait été annoncé l'année précédente pour aller recruter donc ce civil femme qui allait donner un cours depuis l'espace. Donc, vous voyez, il y avait plusieurs notions qui s'étaient réunies pour créer un événement au cours de cette mission. Et c'est vrai qu'on peut quand même reconnaître à la NASA ou à l'administration du gouvernement Reagan, qui est donc le président en exercice à l'époque, d'avoir eu un peu un flair marketing peut-être, mais quand même d'avoir su mettre en avant une mission avec des enjeux qui sont vraiment pas anodins, quoi. Et donc effectivement, environ 6 mois avant, le vice-président américain, George Bush senior, futur président, à la Maison-Blanche, déclare officiellement que le vainqueur est Christa McAuliffe, donc une femme de 36 ans, professeure dans un lycée à Concord, dans le New Hampshire. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément férus de géographie américaine, le New Hampshire, bah, c'est tout en haut à l'est, hein, donc tout en haut à droite. Et donc, bah, pour elle, 6 mois de folie commencent, puisqu'elle doit subir des entraînements, elle doit être briefée, elle doit quand même un petit peu se préparer. Et entre le Houston, ça c'est le Johnson Space Center, c'est la base un peu de la NASA concrète, c'est à Houston, tout le monde le sait, hein, avec les communications, Houston, we've got a problem par exemple. Mhm. Et puis le lancement qui se déroule en Floride, à Cap Canaveral, bon là pour elle, elle a 6 mois où globalement elle ne voit pas sa famille, où elle voit plus ses enfants, elle est mère de 2 jeunes enfants, et effectivement, elle était passionnée par ce projet, elle a fait acte de candidature, donc c'est là qu'on voit Teacher in Space, voilà, ça s'appelait Mhm. Teacher in Space Project. Il y a eu plus de 10 000 candidatures, hein, et c'est elle qui finalement a gagné. Elle a notamment été interviewée par Nichelle Nichols, dont je vous parlais tout à l'heure, donc Nichelle Nichols a aussi eu un rôle de sélection très important. Et donc, bah, c'est horrible parce que Christa, outre le fait que c'est donc une civile, une professeure, donc un métier plutôt noble, une femme, et effectivement une mère de famille, il faut avouer qu'il y a beaucoup de critères qui font que ce destin est terrible. Et c'est vrai que si vous allez voir sur YouTube les images, parce qu'elles sont évidemment disponibles du jour J, je préviens ceux qui nous écoutent ce soir ou qui nous regardent, que c'est terrible parce qu'on voit bien de plusieurs gros plans sur les parents de Christa. Les parents sont dans les tribunes et comme nous tous, ils voient d'évidence une déflagration, ils voient d'évidence qu'il y a un Et drame puis qui rien. va se jouer, Ouais. qu'il y a leur fille à l'intérieur, et on les voit, ils sont un peu pétrifiés, mais on comprend qu'ils ne comprennent pas, justement. Et puis après, il y a quelqu'un qui leur dit, allez, on va quitter la tribune. Et c'est vrai qu'on a le cœur serré en voyant ces parents qui viennent de voir leur fille littéralement mourir sur leurs yeux. Ça, j'avoue qu'à chaque fois, ça me remue les tripes, hein. Mhm. Et justement, ce personnage de Christa, est-ce que ça a été pour toi, donc alors, on parlait un des outils narratifs, justement, parce que finalement, tu en fais le personnage principal de la deuxième partie. D'abord, on a Nichelle Nichols, puis elle. Est-ce que c'est justement tout ce potentiel émotionnel qui fait que tu lui as donné à ce point-là le rôle principal dans le livre? Oui, oui, Yannick, évidemment.
c'est à la fois une tentation, c'est peut-être là aussi une facilité, parce que je tire un peu sur la corde de l'émotion. Oui, peut-être un peu facile, tu vois, j'argumente moi-même en faisant l'avocat du diable. Mais comment veux-tu ne pas le faire? Parce que, qu'on le veuille ou non, euh, bon, le fait de mettre Nichelle Nichols dans le premier tiers de livre un petit peu plus en avant, c'est vrai que ça m'intéresse d'avoir un personnage féminin qui est au premier plan, mais c'est vrai, comme je te le disais, c'est plus pour raccorder par rapport à une sorte d'ancienneté dans cette grande histoire qui finalement démarre quasiment 20 ans auparavant. Mais une fois qu'on est dans le vif du sujet et qu'on arrive dans la mission qui va avoir lieu dans les mois qui viennent, et donc dans les pages qui viennent dans le livre, bah, effectivement, on comprend que, comme tout scénariste, je pense, je vais focaliser sur Christa McAuliffe plus que Grégory Jarvis, qui est marié, mais qui a un enfant, qui est 41 ans, qui est un ingénieur, qui n'a pas défrayé la chronique. Oh, excusez-moi, il y a mon écouteur qui vient de tomber. Qui n'a pas, qui n'a pas crevé l'écran par un charisme de dingue. Et évidemment, je dis ça avec le plus grand des respects que je peux avoir pour lui. Là où Christa, évidemment, sort de l'ordinaire et d'emblée semble avoir une personnalité qui est intéressante, avoir un parcours évidemment assez étonnant. Et le fait qu'elle va, elle, apparaître à l'image dans la mission, parce qu'une fois que c'est parti pour 4 jours à peu près. Grégory Jarvis, on sait qu'il va globalement remplir quelques tâches un peu subalternes et que bon, il est là en tant que civil, très bien, mais pas plus. Là où Christa, d'emblée, elle va avoir un rôle actif. Elle va devoir parler devant une caméra depuis l'espace pour faire une sorte de cours magistral. Alors, on Ouais. ne saura jamais à quoi aurait ressemblé évidemment son cours qu'elle avait préparé. Est-ce que ça aurait duré longtemps? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y aurait eu de l'interaction? C'est pas évident non plus. Le fait est que c'était symbolique et que c'était fabuleux. Donc voilà, on rajoute une mère de famille, on rajoute effectivement le personnage féminin. Et moi, bah, comme tout scénariste, peut-être mettre en scène des femmes, c'est pas forcément plus facile pour moi, évidemment, homme. Donc là, j'avais tous les éléments pour m'engouffrer dans un côté humain très fort. Oui, bien sûr. Et Et ce qui est-ce est que tu très avais intéressant, ah bah, vas-y. Est-ce que tu avais envisagé à un moment donné, dans ta structure, d'avoir tout le groupe, ou est-ce que c'est un personnage qui est apparu de manière évidente, tout de suite, comme étant ton point de contact avec le lecteur? Oui, dès le début. Écoute, quand tu te documentes et que tu fais les fiches et que tu lis les livres, etc., évidemment que le phare, Christa McAuliffe, lui dans la nuit et éclaire tout le monde, évidemment. Je ne te cache pas que, évidemment que je suis admiratif, par exemple, du parcours de Francis Cobie, qui est le commandant de la mission, qui est un mec qui a l'air d'être incroyable, avec un passé militaire, mais un charisme de dingue, un parcours, bon, un peu à l'américaine, si j'emploie ça, mais tu vois, avec un peu vétéran de l'armée, mais qui a fait des choses, tu peux rien lui reprocher. Et, euh, et le mec, il contrôle tout, et tu sens que c'est la tête du groupe, et que bravo. Il y a l'autre femme qui, elle, il y a une autre femme, donc il y a deux femmes dans le vol, et l'autre femme, c'est une vraie astronaute de la NASA, Judith Resnick. Quand tu vois aussi un petit peu son parcours, c'est une femme incroyable. C'est une De la tête. vie générale, c'est une tête, oui. Tout le monde sait qu'elle est la plus intelligente de toutes. Elle a un QI de 160 ou presque. Elle a déjà fait une mission de la navette spatiale. C'est sa deuxième mission. Elle a une personnalité qui, on le voit, est assez marquée. D'ailleurs, il n'est pas dit que l'ambiance entre Christa et Judith ait été au beau fixe, mais bon, on va dire c'est secondaire, mais bon, voilà. Donc Judith est aussi très intéressante. Mais ce côté civil, ce côté mère de famille, Judith n'a pas d'enfant, elle est divorcée. Bon, voilà, là aussi, je fais une prime peut-être à une certaine normalité, à une certaine, comment dirais-je, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, Christa, forcément, s'est imposée. Voilà. Mais Christa représentait l'Amérique. Oui. Alors que, je veux dire, c'était quelqu'un d'intelligent, je ne peux pas dire. Mais un astronaute, c'est quand même quelqu'un avec une qualification extrême. Bon, là, Christa, c'était voilà une mère de famille, une épouse, une femme. euh, elle représentait, elle représentait tous les Américains. Ce que les astronautes ne représentent, les spationautes ne représentaient pas. Eux ne représentaient pas tous les Américains. C'est peut-être pour ça il y a eu une facilité de s'assimiler à Christa. Ce qui fait que bah, voilà, les gens ont été encore plus marqués parce que bon, elle est Bien partie, sûr. elle aussi. Oui, bien sûr. Identification forcée, personnage civil, comme on le dit, mère de famille.
Oui, elle a symbolisé ce rêve un petit peu palpable et dorénavant réel de pouvoir aller un jour dans l'espace. Et effectivement, là où ça revêt a priori une qualification de dingue pour faire partie de la NASA, eh ben, cette même NASA avait eu l'idée effectivement de faire un vol. Alors, il y a du marketing hein, là-dedans, faut être honnête, Oui. parce que faut pas croire qu'il y avait qu'un vol par an en fait. Oui, il y en avait beaucoup. Ouais, il y en avait entre 5 et 8. Et on comprend bien que la NASA a un peu une obligation de se montrer, de montrer que le programme est actif, d'avoir des résultats, et qu'il y a quand même un petit côté de recherche de subventions, d'obtenir les crédits de la part du Congrès, tout ça. Donc la NASA est dans une optique quand même un peu d'utilisation assez manifeste de son programme des navettes spatiales. Mais comme je le dis, cette fameuse mission, qui s'appelait officiellement la mission STS-51L, voilà, c'est dans l'histoire, c'est comme ça qu'elle s'appelait, eh bien, effectivement, elle n'était pas anodine, elle était plus importante que les autres. Donc Pierre Joly J'aimerais qui est en qu'on... Oui. Claire, juste pour dire Pierre Joly qui nous écoute nous dit que voilà, que le livre a l'air absolument passionnant et je vous confirme il l'est et en plus il est captivant. Ouais. Jusqu'aux dernières pages qui sont Ouais. extrêmement surprenantes. Je n'en Hmm. dirai pas plus. Non, c'est vrai. Il faut pas. J'aurais voulu qu'on parle un petit peu du dessin parce que c'est un dessin en noir et blanc. Pourquoi ce choix de noir et blanc et de grisé, cette couleur un peu grisée? Est-ce que c'était pour coller un peu à un type de bande dessinée documentaire? Est-ce que c'était pour avoir voilà, Bon, cette notion de oui, oui, documentaire, oui. comme la bombe était en noir et blanc? Est-ce Ouais, ouais. que... Ouais. Alors, oui, je vais répondre. Bon, on est entre nous, mais beaucoup de gens nous regardent et nous écoutent, mais on se dit les choses, on est bien d'accord. Bon, Bien sûr. alors, je vais vous dire. Bon, déjà, faut être honnête, à part quelques exceptions, des romans graphiques de environ 300 pages ou plus, c'est rare qu'ils soient en couleur, hein, on est tous d'accord. Bon, bon, là, ça fait 280 pages. On est à cette limite où quand même des frais d'impression, d'édition en quadrichromie, ça ne devient pas anodin. Donc c'est vrai que c'est souvent un peu comme ça. Alors quand on est dans des licences de traduction, ça peut être plus courant que ce soit en couleur. Mais enfin, il faut bien avouer que un éditeur dise oui tout de suite à un projet. Ah, mais excusez-moi, il y a mon écouteur qui tombe à chaque fois, c'est pénible. Excusez-moi qu'un éditeur dise oui tout de suite à de la couleur sur un projet aussi ambitieux, bon, c'est rare. Hein. Bon. Donc ça, déjà, premier point. Deuxième point, ce projet a été initié pendant le Covid et, même si on sait maintenant que ça a été finalement une période assez fabuleuse, puisque les ventes ont été là, que les projets ont été mis en place, la preuve. Bon, c'était quand même pas évident d'être en contact avec tout le monde, de parler de tous nos projets avec tout le monde. Et je me suis heurté à quelques refus, et comme j'en ai encore maintenant. Pensez bien que quand j'appelle un dessinateur que j'ai repéré ou que je connais un peu, ou que je me dis, tiens, lui, j'aimerais bien travailler avec lui, et je l'appelle, combien de fois j'ai la réponse, ah, mais non, mais attends, j'ai signé pour 3 albums, là, je suis pas libre avant 2028. Enfin bon, honnêtement, c'est quand même une réalité de notre métier. Ben, nos amis artistes dessinateurs sont pas toujours tout de suite libres pour un scénariste, fût-il ami ou motivé. Bon. Donc là, il y a eu une filière italienne avec qui j'ai été amené à travailler pas mal, puisque j'ai sorti à peu près 5 albums avec des dessinateurs italiens. Il y en a même encore un autre qui sortira l'année prochaine, qui sont issus de cette période où j'ai été amené à rencontrer une sorte d'agence de dessinateurs italiens. Et tous, effectivement, on ne peut pas le nier, étaient d'une part très motivés, d'autre part très réactifs, et de toute façon très pro et désireux vraiment de faire des projets pour le marché franco-belge. Voilà, donc ça, on le sait, c'est une réalité aussi. Donc j'ai été amené à être en contact avec Cristiano et avec évidemment mes amis de Rue de Sèvres, que je suis très fier d'intégrer. C'est mon premier album chez Rue de Sèvres, qui est vraiment un éditeur qui fait vraiment des super trucs.
Eh bien, chez Rutseb, on est tous tombés d'accord sur le fait que Cristiano a amené une patte, alors évidemment très roman graphique, comme ça en tout cas moi que je le voyais, avec un dessin un peu jeté, hein, on est bien d'accord, pas si académique que cela. Il y avait un côté un petit peu actu, voilà, c'est le terme qui me vient un petit peu à l'esprit. Donc on est au cœur d'un événement d'actualité, au cœur d'un livre un petit peu historique quand même. Forcément, oui, si on se souvenait de la bombe, on pouvait se dire ça a marché. Bah, là, on essaiera peut-être un peu d'être dans l'idée également. Et puis, bah, il y avait un dessin qui pouvait être qualifié comme un peu à la Bastien Vivès. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça. Donc à ce moment-là, c'était plutôt très bien. Et puis, bah, Cristiano, j'ai bien sympathisé avec lui. Et effectivement, c'est un gars qui a une 45 ans, je crois. Donc, vous voyez, c'est pas un petit jeune. Il a de la bouteille. Cette histoire l'intéressait beaucoup. Lui aussi se souvenait de l'avoir vu pratiquement en live. Donc, les planètes se sont quand même alignées à un moment donné pour que ce soit Cristiano Spadoni. Mais c'est vrai que je ne le connaissais pas. Mais vous voyez, là aussi, c'est une histoire dans l'histoire. Et ça nous donne un très bel album parce qu'il est très agréable à lire, parce que justement, il y a ce côté noir et blanc qu'on retrouve souvent dans les documentaires, mais il y a quelque chose en plus qui fait que, voilà, ils sont très humains, ces héros, même si ce sont des héros de l'espace. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement bien, enfin, rendu, enfin, en ce qui me concerne. Bah, Euh, ça a été, je conclus juste en disant que ce sont ouais, forcément des martyrs de l'espace, ça c'est sûr, mais ouais. évidemment, on est tous pareils, on a tous un côté un peu d'émotion qui affleure dans ce genre d'histoire. Donc effectivement, ce sont un peu des héros, et ce sont effectivement comme ça que les a qualifiés le président Reagan lorsqu'il fait son discours dans le bureau ovale le soir même, parce qu'évidemment, vous pensez bien que l'Amérique est en pleurs ce jour-là, le monde entier est sous le choc, l'Amérique est en pleurs, et donc le président des États-Unis est forcé de faire un discours un peu officiel. Donc il le fait le soir en direct depuis le bureau ovale. Évidemment, c'est un discours très grave, empreint de tristesse et d'émotion. Et je n'en dis pas plus. À la fin, il dit, et donc je pense à ces hommes et ces femmes qui ont voulu aller dans le ciel, toucher the face of God. Donc, en anglais dans le texte, aller toucher le visage de Dieu. Et là, je ne vais pas en dire plus, mais c'est de là, évidemment, vous avez compris que je sors mon titre. Et donc, Exactement. deux questions se posent. Ben, pourquoi a-t-il dit ça, au-delà de la propension américaine très facile à faire référence à Dieu? Bon, mais quand même, c'était certes sans doute le cas, mais il y avait autre chose derrière. Et vous comprendrez peut-être aussi que j'ai pas voulu traduire par le visage de Dieu, mais par le visage du Créateur, qui me semblait un petit peu plus classe. Mais il y a une raison, qui explique ce choix. Alors c'est vrai qu'on parlerait encore pendant un bon moment de cet album, mais il faut conclure donc sur cet album. Par contre, on aimerait bien quand même revenir sur les 2 autres albums qui sont donc dans votre actualité. Donc Golgotha, le tome 2, avec donc Enrique Brescia et Didier Alcande, bien sûr, qui est sorti Mhm. donc le 29 janvier chez Soleil. Là, je laisse plutôt la parole à Yannick. On va être rapide là-dessus, parce que malheureusement, il faut aussi qu'on termine, mais c'était l'idée quand même de t'avoir parce que tu avais 3 publications. Moi, je te dirais une question. Alors, je vais être un petit peu taquin avec toi, mais vous aurez constaté, chers auditeurs, que je tutoie Laurent Frédéric, donc on se connaît. Il y a eu un délai assez long entre les 2 tomes de Golgotha. Et il y a un 3e tome qui est prévu. Est-ce que tu as eu des craintes, des questionnements sur le fait que le public puisse répondre présent ou pas sur ce tome 2 voilà. Est-ce que cette question du délai de production a été une source d'inquiétude pour toi? Ah oui, c'est même une question fondamentale. Et je me doutais bien que peut-être tu allais me poser la question tout de suite à ce niveau-là, puisque c'est un peu la question qui fâche. Ouais, Mais on est là ensemble et on va tous dire, et je vais déjà te contredire, et c'est une partie de la réponse, il n'y aura pas de tome 3. d'accord. Ça s'arrête là. Ben oui. Alors écoute, soyons francs. Projet initié en 2018. Didier Alcante et moi-même finissons à ce moment-là d'écrire La Bombe. On a, on a vraiment envie de se défouler, on a vraiment envie de s'amuser, et on se dit, allez, Didier adorait Gladiator, moi j'ai toujours eu une petite fibre fantastique,
allez, tiens, j'avais envie de faire une histoire un peu péplum fantastique, ok, avec une sorte de prophète qui aurait été dans une forteresse, ça me trottait dans la tête, c'est incontestable. Et au même moment, Soleil me dit, j'ai Enrique Breccia, grand nom quand même, hein, le fils d'Alberto, le dessinateur des Sentinelles, qui est dispo, qui m'a fait un appel du pied, il attend un projet, il est chaud bouillant. Bon. Donc, tout se met en place, mais vraiment, les planètes s'alignent en un mois, littéralement, franchement. Bon. Et donc, c'est parti. 3 tomes, mini-série, classique, 3 x 54 pages, Golgotha, tome 1, tome 2, tome 3. Bon. Le tome 1, bon, il se fait doucement, mais sûrement, tout le monde est très content, il sort en 2021. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Le tome 2 sort en 2026. Bon, Ouais. tu crois que c'est de ma faute? Non. Tu crois que c'est la faute de Didier? Non. Donc, on va dire qu'Enrique a été assez lent à faire cet album. Donc, quand un éditeur se rend compte en 2025 que l'album est toujours pas fini, 54 pages, 5 ans, Ouais. et qu'effectivement, Enrique Breccia est âgé de 82 ans maintenant, et qu'il n'a aucune certitude de nous assurer que le 3e tome pourra être fait rapidement, au contraire, et je dis ça avec tout le respect et toute l'amitié que j'ai pour Enrique, bien sûr, la décision s'impose, on arrête là. Donc c'est vrai que c'est un projet par essence qui représente bien d'autres séries de la bande dessinée et une autre tendance qui peut arriver, mon cher Yannick, toi qui connais le marché par cœur. Ouais. Eh ben oui. Hélas, j'aurai une série qui n'ira pas au bout. Alors, on a un petit peu essayé de être honnête. Si vous l'achetez l'album, vous verrez qu'il y a les 54 pages du tome 2, découpées depuis 5 ans déjà, et que nous avons rajouté un cahier spécial d'une quinzaine de pages, avec 10 dessins additionnels d'Enrique, qui viennent expliquer ce qu'aurait été le tome 3, sous une forme qu'on a voulu amusante, à savoir comme si on avait trouvé des manuscrits genre de la mer morte, et on raconte l'histoire avec ces manuscrits. Mais globalement, tout le monde comprendra que c'est l'histoire qu'on aurait racontée dans le tome 3. Donc, vous voyez, ce soir, je suis très franc. Il n'y aura pas de tome 3. C'est une série frustrante. C'est une série qui s'arrête en cours de route. C'était pas ce que je voulais. C'était sans doute pas ce que voulait aussi Enrique. Mais les circonstances ont fait que c'est comme ça. Donc, à un moment donné, on va pas se mentir. On va pas mettre 10 ans pour faire 3 tomes. C'est ridicule. Surtout que cette série n'a pas vendu 100 000 exemplaires au premier tome, sinon ça se saurait. Donc, à un moment donné, voilà, les affres, vous voyez, mesdames et messieurs, les affres de la création, des fois, d'albums, de séries, de concepts éditorial. On n'y arrive pas, on n'y est pas arrivé. Donc, effectivement, je suis désolé de vous dire que le tome 2, c'est le dernier. Est-ce que c'est un avantage, du coup, de produire des gros romans graphiques de 300 pages? Parce que ça prend peut-être du temps, mais au moins, tout est sorti d'un coup. Oui, incontestablement. Et je ne vous cache pas, puisque là aussi, on continue dans les confidences, que ces dernières années, et même encore l'année dernière, parce que je me souviens d'un projet, oui, un peu à l'ancienne, si j'ose dire, ou en tout cas par une sorte de réflexe de tomes et d'épisodes qu'on imagine déjà, dans lesquels on se projette un peu comme une série télé. Il m'arrive évidemment de proposer à des éditeurs une mini-série, ce que j'appelle une mini-série, 3 tomes, 4 maxi, un peu comme le Lombard quand même fait depuis quelques temps, il y en a eu pas mal. Bon, parce qu'on voit déjà bien les césures, on voit déjà bien la progression de l'histoire, et on voit que là, il y aura une sorte de fin, petit cliffhanger, et hop, tome 2, on se retrouve 2 ans après. Vous voyez, des fois, ça semble évident, quoi. Eh ben, qu'est-ce que vous croyez? De plus en plus, on me dit, bon, alors on va pas faire ça en mini-série de 3 tomes de 54 pages, mais tu vas nous faire ça en roman graphique de 150 pages. Eh oui, le format a vraiment maintenant gagné la bataille, presque. Alors, évidemment, je m'appellerai Bilal et je serai avec Christophe Blain. Je propose une mini-série. Évidemment que tous les éditeurs vont dire, ah purée, c'est génial une mini-série. On est d'accord. Bon, sauf que je m'appelle pas Bilal, je m'appelle pas Christophe Blain, donc je m'appelle Laurent-Frédéric Bollet, et malgré mon parcours, quand je dis, tiens, une mini-série 3 tomes, oh, tu vas nous faire un roman graphique. Oui, au final, je vais le faire, parce que je peux le faire, et que quelque part, ça change pas grand-chose pour moi, si ce n'est que, oui, l'album sortira dans 2 ans, au lieu que le premier sorte dans 1 an. Mais c'est une tendance incontestable. Claire, je te passe la main pour conclure avec le 3e. J'aimerais vraiment évoquer Loin des eucalyptus, donc avec Paul Gros au dessin,
qui lui est sorti donc le 7 janvier chez Pictavita, hein. Pictavita, c'est l'ex-boîte à bulles. Et donc, vous avez donc décidé de raconter l'histoire de cette équipe de cricket formée en 1864 par des aborigènes en Australie, donc à qui on va apprendre à jouer au cricket et qui vont aller 2 ans plus tard, donc 4 ans plus tard, pardon, faire une série de 47 ou 48 matchs en Angleterre. C'est incroyable, c'est quelque chose qu'on découvre. Alors, d'où est venue cette histoire? Où l'avez-vous trouvée? Parce qu'elle est absolument étonnante. Bon, bah alors, vous n'ignorez peut-être pas que j'ai un grand rapport très plus qu'affectif avec l'Australie. Alors, évidemment, j'essaie d'y aller assez souvent, mais ça s'est prolongé dans ma carrière d'auteur, puisque j'ai fait quand même pas mal d'albums qui avaient l'Australie comme cadre, et notamment bon, bah, mes 2 romans graphiques chez Glénat, Terra Australis et Terra Doloris, qui racontent les premières années de la colonie, qui allait devenir la colonie de Sydney, mais qu'à l'époque on appelait encore Botany Bay. Et donc, je ne vous cache pas qu'à force de me documenter, d'être picousé à l'Australie, j'en ai pas mal d'histoires en réserve sur l'histoire de ce pays qui est globalement jeune, hein, puisqu'il a quoi? Il a 230 ans, quoi, pas plus. Et même s'il n'y en a pas des centaines d'histoires, il y en a quand même des pas mal. Et j'en ai un petit peu en réserve. Et celle-là, je l'avais apprise lorsque j'avais été invité, pour tout vous dire, à la sortie de Terra Australis à Londres pour faire une petite conférence à l'Université de Londres. Enfin, l'université, j'oublie un mot, mais il y avait un autre nom, enfin, une université à Londres. Et me voilà avec des auteurs qui avaient fait des livres qui avaient trait à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande. Et donc, effectivement, c'est là que j'ai découvert qu'un auteur anglais avait fait un livre sur cette histoire. Et dans un petit coin de ma tête, je me dis, ah bah tiens, ça a l'air d'être intéressant, je vais garder ça. Et puis, bah, le temps a passé, et puis il y a eu quand même pas mal de livres entre-temps qui ont été faits. Je me suis bien occupé sur l'Australie. Mais à un moment donné, pour tout vous dire, chez Delcourt, vous avez vu passer ça, il y a eu une collection qui est née il y a quelques années qui s'appelait Coup de tête. Oui, Où oui, il y avait à base de sport un petit peu, avec oui, des notions un peu d'histoire ou de questions un peu oui, sociétales. Une oui. collection qui était dirigée, alors à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, par Chris, notre ami Chris, Oui, oui, le grand scénariste, hein, voilà. ouais. Et donc, bah, Chris, je le connais, donc je lui dis, c'est parce comme il connaissait mon autre métier à l'époque de journaliste sportif, il me dit, t'as pas une histoire éventuellement? Mais je lui dis, bah tiens, une histoire australienne, tu sais bien que j'adore l'Australie, et puis bah, une histoire dont je suis au courant depuis des années, mais j'ai pas encore creusé le truc. Bah, la première vraie équipe de sport australienne, qui est considérée comme telle en Australie, bah, c'est une équipe de cricket, parce que c'est un peu le sport national. Ils sont allés en Angleterre, c'est la première équipe australienne officielle à être allée en dehors de l'Australie défier, alors forcément l'Angleterre à l'époque. Et c'est une équipe paradoxalement entièrement composée de joueurs aborigènes, ce qui est dingue, parce qu'à l'époque, ils étaient évidemment déjà relégués au fin fond du pays, quoi. Donc il me dit, mais c'est incroyable, oui, raconte-moi ça, etc. Bon, donc je lui fais le synopsis, tout le monde dit, ben, ouais, faut y aller. Sauf que bah, ça ne s'est pas fait chez Delcourt parce que la sentence fait qu'il y avait déjà pas mal de projets qui avaient déjà comme un peu base les débuts du sport, qui sont souvent liés à l'Angleterre à la fin du Ouais, 19e siècle. Et ouais. c'est vrai, que ce soit le football ou le rugby, ça part toujours un petit peu de là, il faut quand même être honnête. Donc, ce qui fait que la mort dans l'âme, bah, on s'est dit que j'étais un peu libre de ce projet, et j'avoue que je l'ai vendu avec beaucoup de sympathie avec nos amis de la boîte à bulles, qui, après évidemment quelques remous l'an dernier, un sujet que Yannick connaît particulièrement bien, eh bien, maintenant, l'album est quand même sorti, mais ça a été rebadgé Pictavita. Bon, je ne vous cache pas que pour moi, auteur, est-ce que vous voulez que je vous dise? Je contrôle pas les coulisses, je contrôle pas les comptes, je contrôle pas les activités financiero-administrativo, juridico de Monsieur Giger, mais qui quand même a maintenu l'album sur le catalogue. Et puis l'album, au final, il sort et j'ai l'honneur de travailler avec un artiste, un jeune artiste, Paul Gros, que j'ai découvert et que j'adore. Et on va continuer ensemble. Et donc, c'est une histoire d'Australie qui me tient à cœur. Donc voilà, moi, au final, qu'est-ce que je vous dis? Je suis quand même très content de cet album. J'en suis très fier parce que je crois aussi bah, que c'est une histoire méconnue, une histoire intéressante, une histoire humaine bah, qui est forte, beaucoup d'amertume,
Mais en même temps, bon, elle n'est pas complètement négative par certains aspects non plus. Et quoi qu'il arrive, moi, dès que je peux apprendre quelque chose à mes lecteurs, parce que moi-même j'ai appris quelque chose qui sortait de l'ordinaire, évidemment, je suis content. Voilà, et c'était important pour nous de montrer aussi ce troisième livre, puis de ne pas l'écarter, malgré en effet les difficultés éditoriales qu'il a rencontrées. Laurent Frédéric, on te remercie beaucoup. Merci beaucoup. On aurait Ouais. dû prendre 2 heures avec toi et on aurait tenu largement. Mais ça, on le Largement. savait en t'invitant, il n'y avait pas d'inquiétude là-dessus. Merci encore d'avoir été avec nous. Donc, on rappelle les 3 tomes, les 3 albums sortis. Donc, le prochain, c'est Le visage du créateur chez Rue de Sèvres avec Cristiano Spadoni. Golgotha, tome 2, qui est sorti maintenant, qui est disponible chez Soleil avec Didier Alcante et Enrique Breccia. Et le précédent du mois de janvier, Loin des Eucalyptus avec Paul Gros chez Picta Vita. Voilà, 3 occasions de te retrouver en librairie dès demain, par exemple. Voilà. Écoutez, désolé si j'ai été un petit peu long Non. parfois dans certaines réponses, mais vous avez compris que parler, j'aime bien, que effectivement, on peut parler des heures de sujets qui nous passionnent, mais surtout, merci à vous de l'invitation. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Puis, écoutez, je suis à votre disposition, mais en tout cas, j'espère qu'on se reverra. Tout à fait. Merci. Hein. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Merci Merci à beaucoup. toi. À bientôt. On reste Merci. déconnecté, Au revoir. Au revoir. Ouais, Au salut. revoir. Parfait. Alors, nous allons pouvoir transitionner. Et oui, et donc revenir bien peut-être à nos actualités. Non, Voilà. non, nous sommes trop en retard, Claire. Claire, nous sommes Ouais, très, on est très en en retard. avance. Très, très en retard. Alors, On donc, oublie les actualités. l'actualité, je peux la faire l'année prochaine parce elle concerne l'année 2026, qui sera l'année de la bande dessinée finlandaise. Donc, je vous en parle un autre moment, si vous voulez. Et moi, on passe directement donc à notre club lecture, si ça vous Au va. Voilà, très passage, bien. on remercie Pierre Joly et Yomicha qui étaient très intéressés, qui ont participé Oui. dans le chat. Voilà, notamment Pierre Joly en parlant de la malédiction du tome 3, voilà, Il sait ce que c'est, ouais. Ouais. et voilà, et qui rebondissait sur le fait que le one-shot a un côté rassurant pour les éditeurs, en Mais effet, pour les lecteurs et aussi, parce qu'on s'engage dans quelque chose, on sait qu'on va avoir la fin, voilà, au bout de nos 150 pages, et que bon, voilà, on risque pas de perdre ce fameux troisième tome. Voilà. tout à fait. Alors, on poursuit, et donc on poursuit avec Amer de Eh oui. Lucrèce Andréae chez Delcourt dans la collection Ancrage, qui sortira le 12 février 2026. Est-ce que quelqu'un veut le présenter ou comme vous voulez? Je peux le Comme tu présenter. veux, tu peux y aller, Claire. Vas-y, Allez. n'hésite pas. Donc, le Vas-y. précédent album de Lucrèce Andréae, Philippette et Vénère, est sorti en février 2020. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis dans la vie de Lucrèce Andréae et qui fait qu'on ne la retrouve que 6 ans plus tard? Eh bien, c'est un enfant. Et donc, un enfant dont elle nous parle dans ce nouvel album. Voilà, je vous le mets pour que vous le voyez mieux. Mais surtout, ce dont elle nous parle dans ce nouvel album, c'est de son statut de mère, qui très rapidement va effacer celui de femme, celui d'autrice, celui de conjointe, celui d'amie. Enfin bref, tout ce qu'elle était avant la naissance de son enfant. Et pourquoi? Eh bien, Lucrèce Andréae l'explique dans cette bande dessinée. Élever un enfant, une petite fille prénommée Eden, en adoptant une éducation positive, va se révéler plus difficile que ce qu'elle imaginait. Voilà. Juste au passage, Claire, à bientôt, Pierre. Merci d'être resté avec nous. Voilà, c'était juste pour dire au revoir avant de commencer. C'était un message personnel. C'est Ouais, son mais côté. bon, Message non, mais personnel. c'est parce qu'on a quelques personnes, donc autant oui, leur oui, non, mais parler quand même. C'est mieux. tu as bien fait pour qu'on puisse dire. Donc voilà. Alors, est-ce Alors, que toi, je Claire, tout de ouais, suite- vas-y, dis-nous, Donc, et après on enchaîne. Alors, j'ai eu 2 tiers de l'album où je me suis un petit peu énervée après Lucrèce Andréae. Alors, je pense que c'est une question de génération. Je pense être la mère de Lucrèce Andréae, il y a des chances. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre la façon dont elle élevait son enfant. Alors, elle veut bien faire,
Mais là, je me dis, il y a un problème enfin, il y a un problème ouais, non, c'est un problème de génération. Euh, je pense qu'on n'élevait pas les enfants il y a 30 ans, comme on les élevait maintenant. Alors, peut-être je veux bien reconnaître, hein, j'ai certainement peut-être pas fait les choses comme il fallait. Mais là, quand j'ai vu l'abnégation de cette mère, alors, pour le bien-être de son enfant, au point où elle n'existait plus, j'ai trouvé ça, mais terrible. Je me suis dit, mais elle est en train de fondre. Il va plus rien rester d'elle. Elle va partir en live. Elle va faire un burn-out. Il faut absolument que quelqu'un intervienne. C'est pas possible. On peut pas la laisser dans cette situation. Parce que cette mère se retrouve dans un état où elle ne peut plus rien faire. Enfin, elle n'existe plus parce que elle ne vit que par et pour son enfant. Et alors, il y a ce moment... Attends, Claire, je t'interromps. Ouais. J'aime bien ta dernière phrase. Est-ce que l'un de vous a envie de réagir? J'ai trouvé que c'était un bon moment pour passer la parole. Sur cette première partie. Il faut donner un peu de contexte peut-être aux auditeurs pour ça. Il faut savoir que parmi nous, il y a 2 parents et 2 personnes qui n'ont pas d'enfants. Donc, voilà, il faut parler avec nos situations respectives. Ouais, moi je veux bien enchaîner parce que j'ai eu le même souci que Claire sur les 2 premiers tiers. Claire n'a pas parlé du dernier tiers, donc peut-être en effet, concentrons-nous sur ces 2 premiers. Je vais dire que Lucrèce Andréae fait un pari extrêmement fort que de se mettre en scène de manière extrêmement, alors je vais dire négative, ce sera sans doute pas le bon mot, mais je vais le dire comme ça, au risque de perdre le lecteur. Très sincèrement, si on n'avait pas dû faire le club BD ce soir, je ne lisais pas plus d'un tiers de l'album, tellement ça m'a agacé. En effet, tellement j'étais voilà, parce que donc moi je suis papa, j'ai un enfant et j'ai eu la chance de vivre ça avec une mère avec une épouse qui avait déjà 2 enfants. Du coup. La mère de mon enfant avait déjà 2 enfants par elle-même, donc elle avait de l'expérience, du vécu et de la maturité là-dessus. Donc vraiment, je me retrouvais pas du tout dans ce qu'elle était en train de mettre en place. Voire même, c'est tout ce qui m'agace et je trouve extrêmement fort que Lucrèce Andréae ait pris le risque de se mettre à ce point en difficulté, dans une sincérité incroyable. Là, je retrouve Claire, vraiment, je rejoins Claire. Cet abandon de soi au profit de son enfant, ce n'est pas comme ça que j'élève mon enfant. Et je suis, alors comme elle, j'ai été animateur de centre de loisirs. À la différence d'elle, moi, j'ai été aussi travailleur social en protection de l'enfance. Et donc, j'ai un vrai problème de fond avec l'idéologie qu'elle met en place dans son quotidien, c'est l'absence de cadre. C'est l'absence de cadre structurant et frustrant pour l'enfant. Et ça, je reste absolument convaincu que c'est une erreur fondamentale. Mais elle nous décrit comment tout ça se met en place pendant les 2 tiers du livre, pendant, je ne sais plus, on est à combien? On est à plus de 100 pages. Je ne me souviens plus. Voilà, où on vit tout ça. Donc, moi, je prends une grosse claque et vraiment, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de continuer. Le graphisme, en plus, ne me plaît pas particulièrement, où elle est sur un dessin qui n'a rien à voir avec Flippette et Vénère. Bref, tout est mis en place pour que, comme Claire, moi, j'ai envie de me barrer. Et c'est à ce moment-là où on a commencé à se mettre des messages entre membres de l'équipe en se disant bon, on a hâte en fait de savoir ce que vous en pensez parce que vraiment et voilà, et après arrive le dernier tiers qui va venir nous faire dire autre chose, je pense. Mais je vous passe la parole. En tout cas, je m'arrête là pour ce. Alors, la chose que je voudrais ajouter, c'est que si vous lisez cet album, lisez-le jusqu'au bout. Parce que moi, si je m'étais arrêtée en cours de route, j'aurais été extrêmement frustrée par ma lecture. Or, ce dernier tiers m'a réconciliée avec cet album et je l'ai trouvé, une fois que j'ai fermé cet album, je me suis dit, waouh, c'est une claque, il est extrêmement fort. On en parle après de ça, mais Damien, Marie, lequel de vous deux Alors moi, je prends la parole. Moi, j'avais beaucoup apprécié Flippette et Vénère.
Je trouvais que c'était un album qui était brillant Mm. sur les relations entre deux sœurs qui est tout opposent dans l'adolescence. Alors, contrairement à toi, Yannick, moi j'ai beaucoup aimé le dessin. Moi, tu connais, j'aime bien les trucs un peu indés. Donc, j'ai bien aimé ce côté coloré, euh, sans cadre, sans case. Beaucoup de lecture, hein. Il est très très verbeux aussi, il faut pas oublier ça. Ouais, grave. J'aime bien les couleurs. Il y Et avait les les dessins couleurs. sont tout petits. Et les dessins Oui, sont tout petits c'est une dans les... minimaliste. C'est une minimaliste, tu as Ouais, raison. très très Et, bien. et d'habitude, j'aime bien ce genre d'album, un peu autobio, même si c'est des thèmes plutôt féminins. Et là, alors moi, contrairement à vous, je suis pas allé au bout. Moi, de toute façon, quand un bouquin me saoule au bout de 20 pages, je vais jamais au bout. Moi, je suis désolé, je suis comme ça. Ça m'agace un peu. J'ai pas du tout été emporté. Alors que normalement, c'est typiquement le genre de truc que j'aime bien. Ça va pas intéresser. Au bout de 5 minutes, j'en avais marre de lire ce bouquin. Et non pas du tout par rapport à ce que vous avez dit, vous deux, par rapport à au fait qu'il n'y ait pas de cadre. Et pourtant, moi aussi, je suis prof. J'ai eu des gamins, j'en ai vu des tonnes et des tonnes. J'ai été aussi animateur, directeur dans des centres de loisirs. Donc, je sais ce que c'est qu'un cadre. C'est pas ce qui m'a gêné le plus, mais ça m'a saoulé, en fait. En fait, ça m'a pas intéressé. Et alors, l'humour. Alors, moi qui d'habitude suis bon public, là, ça m'a même pas fait rire. Ça m'a saoulé, quoi. Voilà, je suis désolé de dire ça. Et c'est pas voilà, ça m'a pas intéressé du tout. Voilà. J'ai plus de choses à dire Yomicha sur ces disait deux avant... remarques. Oui, oui. Ouais, Yomicha disait juste avant, très clivant cet album, dis donc. Après, en écoutant Damien, c'est encore pire, en effet. Mais j'ai plus de choses à dire par rapport à ce que vous dites que par rapport à l'album. Alors, par où commencer? Par plus simple. Moi, j'ai bien Pas le aimé début. le dessin. Je l'ai trouvé Pepsi, j'ai bien aimé ce côté un peu dessin patte de mouche. Mhm. Très coloré. Et j'ai trouvé en vrai qu'il collait très bien à ce que l'autrice expérimentait en fait. C'est à la fois hyper intimiste et donc du coup, il faut regarder les choses à la loupe, comme on doit regarder le dessin finalement. Et en même temps, c'est tellement vif et varié. Je trouve que ça colle au côté. Enfin, c'est tellement intense en termes d'émotion que du coup, je trouve que ça colle avec le côté vif et varié du dessin. Enfin, des couleurs, etc., etc. Donc moi, j'ai retrouvé une résonance entre ce qu'elle racontait et en même temps une résonance et en même temps une sorte de décalage qui me permettait de rendre l'album plus digeste. Euh, Ensuite, j'ai bien aimé comment elle commence et je pense que j'ai peut-être moins d'a priori sur la fin pour plusieurs raisons, mais je vais continuer sur le côté facile. C'est qu'elle commence en disant quelle est son image de fin. Or, son image de fin, c'est une image de bonheur, de joie. Donc en fait, d'emblée, elle dit, ok, en fait, le bouquin, il va pas mal se finir. Je vais pas vous raconter un drame, je vais pas vous raconter à quel point je suis une mauvaise mère. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivée là et comment j'en suis arrivée à pouvoir prendre du recul sur la façon dont j'ai éduqué mon enfant et vécu sa naissance et son parcours de vie. Je dis ça tout en n'ayant pas lu la fin, donc voilà, moi j'ai pas pris le temps de finir l'album. Malheureusement, j'ai un peu manqué de temps pour le finir, mais il est sur ma table de chevet, vous en faites pas, je le finirai. Alors dites-moi si ce que je viens de dire résonne avec ce que vous avez lu de la fin, du coup. Et du coup, sur le côté moins facile, euh, je pense qu'après, il faut verser dans... Enfin, c'est un peu délicat de parler de cet album parce qu'il est beaucoup trop intimiste et puis beaucoup trop... elle parle d'un sujet tabou, en fait. Elle parle de façon extrêmement claire et limpide d'un sujet qui est extrêmement tabou. Et quand on dit tabou, c'est pas juste tabou, oulala, on parle pas de la maternité, warning, warning, beaucoup de sexisme, etc., etc. Non, en fait, les gens il y a un avant-après maternité, les gens qui n'ont pas expérimenté la maternité, la parentalité, la grossesse, etc., ont du mal forcément à s'imaginer ce que ça peut être. On a beau se dire, ah oui, oui, je sais, c'est dur. Non, tu verras que c'est dur quand il sera, en fait. Donc là, je m'adresse plus à Claire que... voilà, mais
il y a, déjà, il y a ça. Et donc, forcément, sa posture au début de l'album relate vachement plus avec mon expérience de la vie que l'expérience voilà, plus mûre et avec plus de recul. Et il y a aussi, je pense qu'il y a aussi un souci de génération, mais pas de génération entre ouais, c'est pas exactement génération en fait. Il y a un souci que depuis, ça fait une bonne quinzaine d'années, je pense que toutes les théories autour de la grossesse ont tendance, alors excusez-moi du terme, mais à se boboiser, enfin voilà, il y a autant d'évolution et d'apprentissage sur l'univers de la grossesse et ce qui est bon ou mauvais pour un bébé, etc., en termes d'éducation, il y a plein de choses ces 20 dernières années qui sont hyper intéressantes. Hein. Mais du coup, ouais, il y a tellement de choses qui vont dans tous les sens, tout le temps, constamment. Il y a juste tellement pas de recettes. Donc, en fait, c'est ça qu'elle raconte. Il n'y a pas de recettes. Ce bouquin, c'est un immense désarroi d'une centaine de pages. Voilà. Et je pense que c'est juste tellement dur d'exprimer quelque chose qu'on a vécu dans sa chair et qui est traumatisant pour le corps à ce point comme elle l'exprime dans son bouquin, que c'est difficile de parler à des lecteurs. Désolée Damien, je vais te pointer du doigt, mais des lecteurs qui n'ont pas la capacité d'enfanter et qui n'ont pas forcément l'intention de devenir parents à un moment donné ou d'avoir une proximité quelconque avec... Enfin voilà, c'est pas... dire entre... Je comprends pas je comprends ce que tu veux dire. On va dire... des hommes qui n'ont pas d'utérus pour enfanter et qui n'ont pas l'expérience de la parentalité, forcément plus éloignés de l'expérience assez brutale que l'autrice raconte. Et je trouve ça plus Ah non, mais normal moi, que ça te parle pas à Non, des il y avait lecteurs plus de comme toi. Je pense chances. qu'en fait, c'est pas le public. C'est ça Non, il y ce que avait je veux ah, dire. plus mais de non, mais chances. Marie, Non, tu non, te Marie, trompes je pense complètement. que Attends, il y avait Claire, plus Claire, de Claire, chances. Claire, laisse parler Damien, je pense que le message lui était adressé à lui. Tu te trompes complètement parce que j'ai déjà lu des bouquins sur ces thématiques-là et ça m'a intéressé. Là, c'est parce que j'ai pas eu d'accroche en fait, ça m'a pas intéressé du tout. Et pourtant, je te dis, j'en ai déjà lu des bouquins sur sur cette thématique qui m'ont importé. Et là, je sais pas, peut-être que il y a peut-être aussi le moment où je l'ai lu, ou je sais pas, mais en tout cas, ça m'a pas intéressé du tout. Et pourtant, je te dis, le dessin m'intéressait. Mais là, il y a rien, rien ne m'a intéressé en fait. Bon. Moi, j'ai trouvé Donc, tellement c'est pas du viscéral tout la. cet album. Ouais, ouais, Je mais pense qu'il y avait plus de chances que cet album plaise à Damien à la base qu'il me plaise à moi. Okay. Et tu vois, comme quoi, il y Ouais. y a des surprises parfois. Ah ouais. Voilà. Moi, je pense Mm. que... Pour moi, c'est une grosse Ouais. surprise. C'est un album que je ne m'attendais pas à apprécier grâce à son dernier tiers. Voilà. Je pense qu'il faut y en venir à ce dernier tiers parce que c'est pas une question de spoil. Enfin, je pense pas que ce soit le cas, mais si tu veux commencer à en parler, Claire, en quelques mots, Donc, qu'est-ce qui cette maman, change donc qu'elle appelle Garance hein, dans le livre, est épuisée, est au fond du trou parce qu'elle vit avec sa fille. Alors, elle n'est pas seule, elle était avec Nathan, hein, le papa, un couple soudé, uni, enfin voilà. Et elle est complètement dépassée parce qu'elle n'arrive pas à éduquer. Alors, elle l'élève, mais elle n'arrive pas à l'éduquer. Et cette petite prend le dessus sur sa maman. Et elle ne fait plus rien. Ça devient une loque. Jusqu'au moment où elle entend un discours et elle se dit, mais non, non, il y a une chose, faut que j'arrête de prendre en compte mais tout ce qu'on n'a pu me dire sur l'éducation positive et il faut que je revienne à une éducation un peu plus traditionnelle où elle va pouvoir aussi exister dans cette façon d'éduquer son enfant et ne plus subir son enfant. Et donc, elle reprend comme ça le dessus. Et si tu veux, moi, j'étais désespérée en lisant les 2 premiers tiers.
Et tu peux pas savoir quel bien ça m'a fait quand j'ai vu que, elle reprenait en main, avec une éducation plus traditionnelle, la façon dont elle va élever sa fille. Et d'ailleurs, ça porte ses fruits. Et on finit par revoir une maman qui, d'un seul coup, s'épanouit aux côtés de sa fille et qui n'a plus envie de lui tordre le cou. Voilà. Et si tu veux, moi, enfin, c'est, je pense surtout que c'est alors, moi, ce que je trouve extrêmement fort, c'est que Lucrèce Andréae met des mots très directs, très francs sur elle-même. Elle se décrit comme une personne ayant été victime d'un processus sectaire. Et elle le détaille. Et en fait, c'est ça qui fait le twist. C'est-à-dire qu'on la voit s'enfoncer dans le mal-être. Et puis, à un moment donné, quand son enfant commence à aller vers l'extérieur, c'est là qu'elle se rend compte qu'il y a un problème et que ce qu'elle pensait mettre en place ne correspond pas à ce qu'elle, enfin, ne colle pas avec le monde extérieur. Et donc, en fait, il y a à un moment donné une prise de conscience et c'est là qu'elle se dit, j'ai été embrigadée. Et elle a perdu toute notion de libre arbitre, de réflexion, de pensée, parce que pris, eux, les deux, le couple, emportés dans la difficulté de la parentalité, ils ont cessé de penser. Ils se sont référés à des bibles, à des guides. Et moi, c'est vraiment ce moment-là, en effet, quand elle dit ça, quand elle a cette honnêteté-là et que elle raconte ensuite comment les choses évoluent, comment elle se réadapte, comment elle adapte l'éducation qu'elle donne à son enfant. Moi, ça me convient parce que comme toi, Claire, je pense en effet qu'elle s'est perdue en chemin, qu'elle s'est mise en danger et que on la retrouve après elle. Voilà, pour moi, en tant que parent et en tant que couple, je suis convaincu justement que le seul bon équilibre, c'est quand on a une personne épanouie, un couple épanoui et une famille épanouie. Et que c'est là, dans ces trois-là, et qu'il faut nier aucun des trois. Et elle a passé 200 pages à nier les deux premiers éléments et le troisième, du coup, à planter. Et quand, voilà, moi, c'est ça qui m'a fait du bien de me retrouver. Alors, c'est peut-être très égoïste, mais je me suis dit, ok, je suis pas, finalement, je devais pas être si loin de la vérité avec mes façons de faire, avec nos façons de faire, et sans juger par quoi elle est passée. Mais voilà, ça a été, c'est ça qui a fait tout le twist. Peut-être que Un justement, du coup, enfant est l'album épanoui quand sa a mère est réussi. épanouie. Attends. La, Vas-y, Marie. Peut-être que justement, enfin là, on peut dire que du coup, Lucrèce Andréae a réussi son objectif, en fait, a atteint son objectif avec cet album. Puisque en commençant l'histoire, on n'a pas. Enfin, on sent bien qu'il y a quand même un truc qui cloche avec son histoire de ce livre sera ma nouvelle Bible. Et voilà, elle montre quand même dès le départ que les livres sont des choses auxquelles elle se réfère spontanément tout en rejetant automatiquement tout ce que des humains lui disent. Elle le montre tout au long de l'histoire. Et le fait que ça vous touche autant, et je dis vous parce que du coup, ne l'ayant pas fini, je n'ai pas subi le revirement du plot twist. Mais peut-être que ça vous touche justement, d'autant plus qu'elle a réussi à faire vivre à son lecteur le cauchemar en fait, que la lectrice, le personnage de Garance vit. Après ça c'est marrant parce que je répète une phrase que en l'occurrence mon conjoint me dit beaucoup quand on sort de salle de cinéma et que je suis pas contente parce que y a un personnage qui fait pas ce que je veux. Je prends l'exemple, alors je sors complètement de Lucrèce Andréae, mais je prends l'exemple de Évangélion, Genesis Évangélion, où je supporte pas les personnages, vraiment, ils me mettent profondément mal à l'aise, ils me mettent en colère d'une façon assez violente et irrationnelle. Et c'est là où mon conjoint me dit, mais en fait, l'auteur a réussi du coup. Parce que le personnage te provoque quelque chose, provoque quelque chose chez toi, et te révolte sur plusieurs aspects. Donc, s'il t'atteint, c'est que ça
permet de toi t'approprier l'histoire et d'avancer et de réfléchir dessus et de te toucher d'une façon ou d'une autre. Et est-ce que c'est pas le but d'un auteur de toucher son lecteur? Donc, quelle que soit la façon dont il le touche. Et du coup, moi j'ai l'impression que si le plot twist est aussi provoque un tel soulagement et la façon dont elle s'enfonce dans l'histoire, une telle colère, peut-être que bravo du coup Lucas. Et c'est bien pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je trouvais le pari extrêmement risqué, parce que Damien a arrêté, et que j'aurais arrêté si on n'avait pas dû en parler ce soir. Je ne l'aurais pas lu. Ça m'aurait saoulé grave, parce que je ne retrouvais pas la prise de distance. Justement, je ne la ressentais pas. Donc oui, tu as raison fondamentalement, mais c'est un risque extrêmement ovéré. Elle a des ovaires assez trempés, la Lucrèce Andréae. Parce que vraiment, ça passe ou ça casse, et ça a de fortes chances de casser, quoi. Du coup, C'est extrêmement courageux. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de courage parce qu'elle se mettait vraiment à nu, elle mettait sa situation de femme, de sa situation familiale et au risque d'être jugée. Et donc, il fallait vraiment avoir un courage incroyable. Après, il faut voir aussi quelle distance elle a pris avec sa propre histoire, hein, puisque Garance et Nathan sont... Parce que là, elle l'a pris. Elle l'a prise à distance et le fait de nommer son personnage Garance, voilà, ça met une distance avec elle. Peut-être qu'on... Chaque camarade, ça mériterait une interview. Ouais, ça c'est clair que ça mériterait une interview de Lucrèce Andréae. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse une interview avec Lucrèce Andréae pour Amer. Mais je pense qu'on peut conclure là-dessus en disant aussi que là où le travail des journalistes et des chroniqueurs de bande dessinée vont avoir du poids, c'est de finir l'album et d'écrire peut-être les phrases qui permettent de pousser à lire entièrement l'album et à se faire un avis sur l'ensemble. Et je pense que dans le cadre de cet album-là, il sera important, notamment pour les libraires, s'ils veulent le vendre, d'écrire, d'avoir les petits post-it, soit vous savez, les petits post-it coup de cœur, ou avec certains mettent juste des petites opinions dessus, ça dépend du libraire. C'est pas une histoire de grossesse, c'est pas une histoire de naissance d'un enfant en fait. C'est l'histoire de l'embrigadement d'une famille dans une idéologie, je pense, qui serait très intéressante à étudier dans le cadre d'une enquête sur les dérives sectaires, du coup. Sans aucun doute. Et Yomicha est partante pour une interview, ça ne me surprend pas d'elle et de sa curiosité. C'est noté, Yomicha. Alors, ouais, après nos quasi 30 minutes de retard que nous en accumulons. Oui, on a été fort. Bon, Yannick, je finis de vous montrer des petites images d'Amer parce que du coup j'ai parlé, j'ai écouté, mais je ne vous ai pas montré les images. Donc je vous montre quelques images. Histoire d'illustrer ce dessin vraiment très particulier. Yomicha disait qu'elle avait regardé l'extrait sur le site d'éditeur et qu'elle ne s'attendait pas à ce dessin et à cette structure. Ah oui. C'est très particulier. Ça peut contribuer aussi à la difficulté une certaine difficulté pour lire l'album, ainsi que cette écriture manuscrite qui ne simplifie pas non plus la lecture. Donc, oui, il y a vraiment des choix assez particuliers, mais voilà, ça passe ou ça casse. Voilà. C'est hyper personnel, le fait d'utiliser sa propre écriture. Enfin, on a l'impression que c'est elle-même qui écrit ses dialogues et non pas une police quelconque. C'est vrai que ça personnalise encore plus son récit. Allez, next. Alors Yannick, à toi l'honneur, la BD québécoise, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, peut-être juste dire que si je ne suis pas dans mon cadre habituel, c'est parce que je suis présentement à Montréal. Je suis arrivé hier au Québec pour travailler, notamment pour un de mes futurs livres, entre autres choses. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment, puisque j'étais de l'autre côté de l'Atlantique pour vous parler donc, de cette bande dessinée québécoise. Alors, quelques petits rappels d'entrée de jeu. Le Canada, on est sur un pays continent.
sur un demi-continent d'ailleurs, hein, de l'Amérique du Nord. On a découvert il y a 1 an ou 2, alors, à l'exposition qui avait été consacrée au Canada, au FIBD d'Angoulême, qui faisait aussi des choses bien, que finalement la bande dessinée au Canada, c'est une bande dessinée par État, avec des populations qui finalement connaissent assez peu les autres États. Le Québec connaît assez peu le Yukon, qui se situe au nord-ouest de l'Amérique. L'État de Washington connaît assez peu, va connaître assez peu le New Brunswick. Enfin, tout ça, on est vraiment donc sur un pays immense, et donc il y a une logique qu'il y ait des bandes dessinées très différentes. Le Québec en particulier, c'est déjà le croisement de deux cultures, puisqu'on est sur la colonisation française, la conquête anglaise, et on est dans une francophonie de combat, dans lequel les francophones québécois essayent de se battre pour faire survivre la langue dans un pays majoritairement anglophone, avec donc ce bonheur de croiser le restaurant PFK, poulet frit du Kentucky, qui vous rappellera sans aucun doute des choses en France, mais même le nom, les noms sont traduits. La BD au Québec, il y a quelqu'un qui l'a étudié, c'est Maël Ranou, en France, qui donc soutient incessamment sous peu une thèse sur le sujet, et qui donc a beaucoup travaillé et sur lequel je me suis appuyé pour faire cette chronique, et qui donc a relayé à travers différents articles l'idée que la BD au Québec existe depuis quasiment l'indépendance américaine, depuis la fin du XVIIIe siècle, par l'illustration, par le dessin de presse, mais qu'en fait, il y a une mémoire qui a été perdue. C'est-à-dire que tous les 20 ans, il y a une nouvelle génération de BDastes qui naissait et qui essaimait au Québec sans jamais réussir à tenir sur la longueur. Et il faut dire qu'au Québec, le marché est plus restreint, qu'il y a moins d'habitants qu'en France, avec un territoire immense, beaucoup plus essaimé, qu'on a en plus la présence du comic book et du comic strip américain extrêmement fort, qui font une concurrence immense. Je veux dire, Superman, Batman, Snoopy sont là depuis des années, depuis le début. Qu'on a une BD anglophone qui est très présente aussi, avec le logo qu'on affiche à l'écran, Drone & Quarterly, qui est la référence nord-américaine de la bande dessinée underground et intimiste. On pourrait parler de Julie Doucet, on pourrait parler de Seth, qui ont été publiés chez eux. Voilà. Mais il se trouve que depuis 20 ans, on a une BD francophone qui est beaucoup mieux installée. Alors, notamment à travers trois éditeurs, deux dont on va mettre les logos à l'écran, Pao Pao et La Pastèque. On peut compter aussi Mécanique Générale, qui est aussi très, très présente. On a une structure comme ça d'éditeurs francophones qui peuvent publier des auteurs de cette langue-là et leur donner une réelle visibilité. La Pastèque, c'est aussi une librairie à Montréal, d'auteurs comme Drone & Quarterly. Voilà, on a un espace de publication, ce qui n'était pas le cas avant. Dans les années 70, notamment, je repense, mais le Québec, c'est Captain Québec, c'est un fanzine qui s'appelle Chien Dent, c'est des petites initiatives. Et ça ne fait que 20 ans que vraiment on a quelque chose qui s'installe de manière solide. Il faut dire qu'en plus, pour accélérer un petit peu, la France commence à s'intéresser au catalogue québécois. La Pastèque ou Pao Pao sont publiés en France, et notamment, je sais que Damien en est un promoteur régulier à travers le prix jeunesse ACBD, mais pas que. Les éditeurs français commencent à éditer des titres québécois en localisation française. Donc là, par exemple, on pourrait montrer, je pense qu'on aura la couverture de Hiver nucléaire, qui a été publiée par Stenkis, aux éditions, donc par les éditions Stenkis, pour leur label Aux Confins, qui est sorti il y a de ça 2 mois, en décembre. Donc voilà, les Français sont de plus en plus réceptifs à cette BD, et donc les auteurs et les autrices à suivre pour la BD québécoise. Michel Rabagliati avec la série Paul est évidemment aujourd'hui la grande référence. Donc Paul à Québec, vous voyez à l'écran, qui est une des meilleures séries. On va avoir Julie Doucet, qui publie de manière très épisodique aujourd'hui dans des collectifs, et le dernier titre
qui était publié en France, pardon, dans mon souvenir, c'était Silence Total ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus quelle est la couverture, Marie, que je Ah t'ai oui, ça doit être mise. ça. Il me Oui, semble que c'était Silence c'est ça. Total, Suicide Total, pardon, Suicide. publié aux éditions de l'association en France. On va avoir Jean-Paul Ed, qui a fait des bouquins fantastiques, et je pense notamment au Petit Astronaute, Oui. qui est vraiment un bouquin sublime sur le handicap. On Le a handicap, ouais. Philippe Girard, que vous avez pu lire dans Libre d'obéir chez Casterman au mois de juillet, mais qui avait aussi fait avant à la pastèque, si tu peux m'afficher la couverture, s'il te plaît, Marie, du C'est titre Le prince des oiseaux de haut vol. Le Oui. prince des oiseaux de haut vol. Et enfin, donc Jean-Paul Ah, Ed, c'était Cru aussi son dernier tome. Le prince des oiseaux de haut vol pour Philippe Girard. Et Boom, qu'on a adoré avec la ah oui. BD La Méduse. Voilà, donc ça, c'est les auteurs que vous pouvez suivre. Voilà, bienvenue au Québec. N'hésitez pas à vous intéresser donc à ces éditeurs, Pao Pao, La Pastèque et Mécanique Générale. Il y a vraiment de chouettes auteurs à découvrir et de plus en plus solides et de plus en plus riches dans leur diversité. Mm. Il y avait aussi je pense que j'en aurais pas, qui avait eu le Grand Prix de la BD québécoise. On aurait pu citer plein de Que, titres. Oui, voilà, beaucoup. ouais, très Plein bons de titres. albums. Donc, il fallait bien se limiter déjà. Ouais. Voilà pour moi. C'est Ça tout pour moi. marche. Comme Damien, c'est à ton tour, à Oui, la dérive. Tim. Ça, tu ne Oui, à lis la jamais. dérive. Bon, en ce moment, si, un peu. Hein. Alors, à la dérive, c'est le nouvel album de Brian Lee O'Malley. Alors, Brian Lee O'Malley, peut-être que vous le connaissez par rapport à sa série la plus connue, Scott Pilgrim, qui a donné ensuite Bien un sûr. film notamment. Et, Scott Pilgrim versus The World. ouais, et ensuite, il y a eu un autre album qui est sorti. Ça, c'était chez Brajlon. Ensuite, il y a eu Seconds chez Dargo. Et là, donc, à la dérive, c'est son. Alors, ça faisait depuis 2015 qu'il n'avait pas eu d'album de Brian Lee O'Malley. Mais là, en fait, c'est son tout premier album qui date, lui, de 2003 en langue anglaise. Donc, la traduction a été un peu plus longue. Donc, ensuite, de quoi ça parle à la dérive? C'est l'histoire de Riley, c'est une jeune adolescente qui est assez solitaire. Et donc, elle embarque avec trois de ses camarades dans une voiture et ils décident d'aller, décidément, on peut le dire, pour Yannick, ils vont à Vancouver, donc du côté du Canada. Euh, Elle ne connaît pas très bien ses camarades. Et eux non plus la connaissent pas très bien. Et il y a Steph avec elle, il y a Dave et Yann. Euh, Elle n'est pas trop comprise, notamment quand elle est au lycée. Elle est un peu à part. Parfois, on se moque un peu d'elle. Pourquoi? Parce que elle est persuadée qu'on lui a volé son âme et que son âme, elle a été, elle est dans un chat. Donc en fait, euh, elle serait cachée dans un chat, cette âme. Et donc, euh, tout le long de Dans un l'album, il va y chat. avoir plein de chats. Ouais, il va y avoir plein de chats d'ailleurs. Tout le long de l'album, ils vont essayer d'aller l'attraper et essayer de découvrir si c'est pas ce chat-là ou ce chat-là qui a son âme. J'ai beaucoup aimé À la dérive. Tout de suite, on reconnaît le style narratif. Pourtant, c'est son premier album. Ce qui va développer ensuite, par exemple, dans Scott Pilgrim ou dans Seconds. Il y a tous les ingrédients. Il y parle d'adolescence, mais c'est d'une manière très juste. Notamment du passage très délicat entre l'adolescence et l'âge adulte. Euh, Aussi tout ce qui concerne les êtres à part, les gens qui sont un peu à côté, euh, et qui, pour se grandir, bien évidemment, vont faire une quête. Et là, ils partent. On ne sait pas vraiment trop pourquoi ils partent comme ça en voiture du côté de Vancouver. Donc ils en parlent à personne. Et Raleigh, c'est une espèce d'anti-héros. Elle est un peu renfermée, elle est un peu timide. On a l'impression même qu'elle est pas très attachante au début. Alors que les trois autres personnages, eux, sont un peu plus volubiles. Ils ont des personnalités très fortes, contrairement à elle, qui est un peu effacée. Mais j'aime bien la justesse du propos, toujours comme chez Brian Lee O'Malley. Il laisse la parole à ses ados. Il y a une espèce d'atmosphère un peu douce, amère. Euh, et puis il y a des grandes discussions sur la vie. Il y a beaucoup de textes. Et puis parfois, il y a des moments avec des planches où il y a
pas grand-chose, des silences. Et puis, Brian Lee O'Malley, c'est aussi un dessin déjà très en place à l'époque, en 2003 déjà. Il y a du noir qui s'accommode avec du blanc et un espèce de rose saumon qui fonctionne bien. C'est très lisible, pourtant le trait est épais. Et comment dirais-je, le trait est lisible, le dessin est lisible. Ça colle bien avec le côté un peu introspectif de l'album. Donc voilà, À la dérive, c'est aux éditions iComics. Et je vous le recommande parce que c'est un auteur à suivre. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. C'est marrant, on ne parierait Pour moi. pas sur du rose saumon à la lecture, à voir la couverture. Non, non, c'est vrai. Alors, pas dans la couverture, dans les planches, vraiment. Alors, Voilà. Alors, je pense qu'on n'est pas tellement en avance là et qu'il va falloir justement, qu'on avance un petit peu. Marie, on se fait peut-être pas de jeu cette fois-ci, non? Qu'est-ce que t'en penses? je peux le réserver pour plus tard. Ah, Regarde pour Oh, plus. il est déçu. Ah, Bon alors, bah puisque oui. ça va vous concerner en première ligne, les viewers, dites-nous si on fait un jeu ou pas, parce que c'est vous qui allez... alors, c'est nous qui allons travailler, mais on va vous mettre un peu à À profit. défi. Ouais, à défi. Ouais, c'est ça. À profit plutôt. Mais, Non, c'est nous qui sommes défiés par vous, pardon. c'est C'est ça. plutôt dans ce sens-là, du coup. C'est nous qui sommes défiés par vous. Alors, est-ce que vous avez envie de jouer ou pas? Vous nous dites. Sinon, on avance. Sinon, on avance. Hein. Ouais. Un jeu, c'est cool quand même, de dit Yomicha. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que Yomicha qui ont envie de jouer? Ben oui, dites-nous. Dites-nous, prenez votre petit clavier, votre petit téléphone et dites-nous. On peut y aller. Non, on peut commencer les sorties et on se garde le jeu pour finir. Oui, et voilà, à la On peut fin, faire si ça, vraiment... faisons ça alors. Ah, ouais, allons-y. Allez. Alors, on avait dit Damien en premier pour les Encore? sorties de Bon, on dit- février. Eh Ah ben oui, bon, bah alors, direct. Alors, écoute. tu Alors, enchaînes, Damien. Allez. 2 albums pour moi, comme d'habitude. Donc, je vais aller vite, hein, parce que c'est la reco. Donc, il y a Hello Sunshine. C'est l'histoire de 4 adolescents. Encore, décidément. C'est un espèce de récit choral. Il y a une disparition pour l'un d'entre eux. On ne sait pas trop. Il va y avoir une enquête pour le retrouver parce qu'il a disparu. Ça va parler de secrets, d'amour secret, surtout de santé mentale. Il y a de plus en plus d'albums de bande dessinée qui parlent de ça. Du deuil d'une maman, d'éléments surnaturels, et même il y a une espèce d'atmosphère de psychose. Voilà ce que nous vend le résumé, ce résumé donc d'un album chez Bliss, donc Hello Sunshine. L'auteurice, c'est Kizzy Young, c'est son deuxième album chez Bliss. Le premier, c'était Taproot, c'était vachement bien. Donc moi, j'attends ce bouquin aussi pour ça. Son dessin, il ressemble un peu à certains comics de super-héros des années 90 avec un espèce de couleur faussement pastel. Je sais pas si tu vois Yannick dans ce sens-là. Un peu à... comment il s'appelait? Paul Pop, tu vois, ou même Juniba, qui le fait un peu actuellement dans ces styles-là. Voilà. Il y a 382 pages. Et là, je voudrais attirer l'attention sur la très grande qualité de l'impression de la part de Bliss. Parce qu'ils ont fait 382 pages, mais ils ont réussi à le faire à 29 €. Alors qu'au départ, ils pensaient plutôt à 39. Ils ont réussi à baisser les prix. C'est un très beau livre avec une qualité de papier, de pages très agréable au toucher. Voilà. Et puis, je fais un coucou à Bénédicte qui, elle, va aussi, je suppose, apprécier cet album. Donc, c'est Hello Sunshine de Kizzy Young, 29 € chez Bliss. Et ça arrive le 20 février. Donc, ça, je vous conseille. C'est le premier album que je vous conseille. Et le deuxième, encore un peu. Ouais, encore un album avec des adolescents. Et cette fois-ci, c'est Kinaï. Ouais, ça s'appelle La rumeur du chat perché. Ah, voilà, donc Marianne. Du chat perché. Ouais, pas du tout. Marianne nous fait voir la couve. Donc, cette fois-ci, Kinaï, ils ont décidé de créer une nouvelle collection d'histoires à 40 pages à petit prix, 11,90 €. Donc ça a souligné aussi, avec des jeunes auteurs. Et là, c'est la première fois que cette autrice crée. Elle s'appelle Camille Leto. Donc, ça parle de quoi en gros, chat perché? C'est Gwen avec sa pote Noah. Ils habitent en coloc dans une très grande maison avec plein de personnes dedans. Et un jour, il y a une fête dans cette coloc, une fête où on boit et tout. Et
les bruits de cette fête vont faire très peur au chat, encore une fois, qui s'appelle Mordicus, le chat de Gwen. Et alors le chat, il va partir dans tous les sens, et donc Gwen et Noah vont essayer de le rattraper. Et donc c'est une course-poursuite. Mais en même temps, les autres colocs, il va y avoir une espèce de rumeur qui enfle parce il y aurait une liaison entre Gwen et Noah. Et donc, c'est tout ce qui va se passer dans cet album. Et c'est la première fois que moi je lis un album où on parle d'asexualité. J'avais jusque là pas lu. Donc ça c'est plutôt très intéressant par la thématique. C'est un amour qui est différent. Il y a quand même de la tendresse, beaucoup de tendresse, et entre les deux, et dans l'album en lui-même. Il y a de l'humour. Il y a le stress du chat, bien évidemment. Donc voilà. Et c'est deux personnages qui sont très attachants, qui sont très agréables. Le rythme est enlevé, le dessin est hyper moderne. Donc voilà, ça s'appelle La rumeur du chat perché de Camille Leto, et ça sort bientôt, c'est le 6. Donc on est le 3, 6, c'est dans 3 jours. Voilà. Et c'est 11,90 €, donc c'est pas cher. Et Kinaï, c'est un très bon éditeur aussi, donc on peut y aller. Voilà. Ouais, Pour en tout moi. cas, les deux albums me Marie, donnent super envie. Ouais. C'est encore des choses que Pour j'aimerais Young Adult Ado, c'est nickel, hein. Franchement, les deux vont être très bons, là. Marie, c'est à ton tour pour tes 2 recommandations. Ouais, alors, moi je vais commencer avec Stray Children, donc du coup petit format manga évidemment. On retrouve, donc c'est un album de chez Akata, de Kakeru Tsutsumi, et on suit des personnages qui vivent dans un avenir assez lointain et qui ont une espérance de vie de 300 ans. C'est long, et le cerveau humain, il a le temps de s'ennuyer, et il a le temps de complètement bugger à cause de sa mémoire complètement dingue. Et donc du coup, la technologie permet de modifier la mémoire, et sauf que quand on peut atteindre la mémoire de tout et chacun, eh bien en fait, il y a très vite des petites organisations qui sont pas très honnêtes, qui vont profiter et voir là un business juteux, exploiter des enfants abandonnés en effaçant leurs souvenirs. Ça s'annonce quand même comme un album assez trash. Et on suit Aya, un jeune homme, pour citer le résumé, au passé trouble. J'adore ce genre de description. Un jeune homme au passé trouble. Ça fait à peine archétype de brin ténébreux. Se retrouve du coup à protéger certains de ses enfants, ce qu'on appelle les enfants perdus. Et de là, eh bien, évidemment, se déroule toute une péripétie, une série de péripéties que n'avait pas du tout anticipé notre personnage principal, Aya. Donc voilà, Stray Children, donc littéralement enfants perdus. C'est un album, enfin c'est un titre que j'attends beaucoup. C'est chez Akata, voilà, souvent c'est gage quand même d'un album assez émotionnellement engagé et ouvert d'esprit, on va dire ça comme ça. Donc du coup c'est des albums que j'ai tendance voilà, c'est un album que j'ai vraiment observé de loin dès la sortie de la couverture d'ailleurs. Et je vais vous parler du coup du deuxième que je vous affiche maintenant, Le murmure des herbes sauvages. Là on est beaucoup plus dans du feel good, toujours du manga. Du coup, l'autrice, I guess, Iku Kamijima, et nous on plonge dans une tranche de vie toute douce. Ça part bien parce qu'on suit une personnage Nonoko qui tient une boutique d'antiquités. Donc déjà c'est très chill de base. Et elle devient passionnée de plantes sauvages. Un peu, je dirais presque par hasard. Alors j'imagine que c'est un lien avec sa boutique d'antiquité finalement. En tout cas, elle se plonge dans la vie des plantes sauvages qui vivent dans son jardin ou non, et on va la suivre, en apprendre toujours de plus en plus, se retrouver dans des péripéties plus ou moins liées à ces plantes sauvages. Et à renouer aussi avec, en tout cas, se nouer plus de liens avec notamment son grand-père qui a des recettes de grands-parents à lui communiquer avec ses connaissances sur les plantes sauvages.
Donc, c'est une façon pour le personnage. Si j'ai bien compris, c'est une histoire qui va se plonger dans la redécouverte de la vie tout court. Parce que Nonoko a pas l'air d'être un personnage très, très enthousiaste sur la vie en général quand on la rencontre. Et au fur et à mesure, voilà, la passion va rallumer la flamme en elle. Donc voilà, c'est le petit feel-good du mois et que j'aime bien parce qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de sorties qui... Il y a pas mal de sorties feel-good, mais aussi pas mal de sorties qui sont plus brutes de décoffrage et agressives. Je pense à Lover's Kiss, qui est sorti il y a quelques temps déjà, qui a tendance à décaper un petit peu les sentiments. Donc voilà, un petit feel-good, ça fait toujours du bien. Voilà. Et tu es suivi là-dessus par Yomicha qui l'avait repéré a priori Ouais. Voilà. et Ça, qui c'est avait une envie de série. le. Ouais, merci Micha. Vous avez flashé sur la couve, elle est très belle. J'avoue que je suis assez contente aussi du travail de Naban Édition sur ce titre. Ils prennent bien soin de la fabrication et des couvertures. Bien joué. J'aime bien. Merci Marie. Yannick, tu nous présentes tes 2 recommandations du mois de février. Oui, avec un vrai grand écart, puisque je vais démarrer parce que le super-héros, c'est bien, mangez-en, c'est bon, et que là, vous avez un super point d'entrée pour la série Thor, pour le personnage de Thor, de Thor, comme on dit en anglais. Donc, scénarisé par Ali Wing avec plusieurs dessinateurs, c'est The Immortal Thor. La promesse, c'est en fait, de secouer le statu quo du personnage, de repositionner, de réexpliquer où est-ce qu'il en est aujourd'hui, ce petit monde de Asgard, et de venir mettre des grands coups de pied dedans. Voilà, c'est la promesse du concept The Immortal que Ali Wing a déjà développé sur Hulk. Ça va secouer, je l'ai lu, c'est vraiment cosmogonique, on va jouer avec les dieux, les divinités et la place des dieux entre les Asgardiens et d'autres divinités. C'est épique, vraiment. C'est très chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture et c'est vraiment un titre qui est attendu de par son scénariste et son concept. Le deuxième, pour faire court, hein, pour essayer d'arriver, là, alors on va dans un sens complètement différent. Donc évidemment, Thor chez Panini. On va aller, pardon, bon, Thor chez Panini, pardon, voilà. Ah, attends, j'ai tout mélangé. Vas-y, c'est bon. Voilà, donc voilà, tu peux enlever Thor et repasser. Voilà, on va chez Dupuis avec un album signé par donc au dessin Morgan Navarro, mais surtout tirer une adaptation, c'est rare que j'en parle, du livre 9 secondes, La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino. Un livre que j'ai lu pour une fois, puisqu'il concerne mon cœur de métier, à savoir les réseaux sociaux. Et donc, c'est un bouquin qui est extrêmement intéressant. Alors, le livre est extrêmement intéressant. A priori, la BD est extrêmement bien faite. Dixit, mon épouse, qui est en train de la lire pour s'intéresser au sujet un petit peu, pour prendre des infos. Ça va venir expliquer en quoi les réseaux sociaux, la technologie des réseaux sociaux et du feed social media, du fil de discussion, du fil de publication, vient en fait matricer notre façon de penser. Voilà. Et donc ça fait écho évidemment aux débats qui ont eu lieu récemment sur l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs, à lire et après ou avant avoir regardé Derrière un écran de fumée sur Netflix si vous êtes abonné. Voilà, tout ça pour pouvoir comprendre comment fonctionnent ces réseaux sociaux et quelles peuvent être les problématiques qui sont posées. Voilà, ça sort chez Dupuis. Une bonne petite lecture. Voilà. Et donc, à mon tour, Alors, attends, le je te mets en grand. dernier, voilà, le dernier, Cyril Bonin, chez Sarbacane, qui s'intitule Karl. Alors, Magda, que vous voyez à la couverture, vient de perdre son père dans un accident de voiture. Or, c'est Karl, son robot majordome, qui était au volant. Pourtant, Karl est un robot de dernière génération. Il est censé être parfait. Donc, pourquoi y a-t-il eu cet accident de voiture? Et pourquoi donc le père de Magda, qui est un très riche banquier, a donc perdu la vie? Donc, Magda hérite de sa maison et donc se retrouve en possession de Karl. Mais est-ce que Karl est un robot normal?
ou est-ce que Karl est un robot qui aurait évolué et qui serait dorénavant capable d'avoir une conscience? C'est beau, c'est poétique, c'est du Cyril Bonin comme on l'aime. Les dessins sont magnifiques, dans des tons orange, vert. C'est vraiment très très beau. Je le recommande. Voilà, c'est le Cyril Bonin qu'on aime. Donc à découvrir, ça sort demain. Et alors, Ça ressemble un peu, Claire, à Hugo Bienvenu. Ça, dans, C'est vrai. je viens de perdre Bah, tous ces albums, le- c'est toutes ces bandes dessinées et son film là, Arco. je sais pas, c'est de celui toute façon, à qui on a donné le prix la CBD, donc je viens de perdre le titre. Mais tu vois, ça ressemble à ça, du fait que le robot devienne un peu s'humanise. Voilà. à Bon, bref, pardon. suivre. Ouais. Un gros pavé de 350 pages qui s'appelle Off. C'est marqué en grand, vous ne pouvez pas le louper. Ça sort aussi demain, le 4. C'est signé Robin Renard, Melville, hein, donc on peut pas. Et Comanche, signé Comanche, on ne peut pas le louper. Olivier Tollet, nouvelle arrivée. Et Patrice Régla Visavona. Alors lui, il avait fait, j'avais adoré, donc j'en profite pour en reparler. Jemna, Les Ombres Corses, ça s'était sorti il y a 4 ans au moins. Un magnifique polar qui se passe en Corse et qui était magnifique. C'était chez Delcourt. Donc là, eh bien, imaginez qu'il y ait un blackout en raison d'une tempête solaire et donc coupure mondiale de courant généralisée partout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous feriez? C'est gris, c'est sombre, c'est incroyable, c'est à découvrir. Voilà, et c'est chez Daniel Maguen. Étonnant. Noté. Voilà. Très bien. Ça Moi, je marche. crois qu'on touche la fin de notre émission. Ouais. Oui, on peut, oui. Je crois il est plus que l'heure. On réserve le jeu pour une prochaine Ouais. fois. Promis, Bien sûr. vous n'y échapperez pas. On va vous faire mettre la main à la pâte pour cette édition de ce jeu. J'ai hâte qu'on le fasse ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous annoncer Damien, il me semble que c'est toi la prochaine solo. Eh ben, Oui. je vais l'annoncer. Alors, Damien, pour la prochaine émission individuelle, donc mardi prochain, le 10 mars, Damien vous parlera des héros et des héroïnes du journal Spirou, donc à 20h30 sur Twitch la semaine prochaine. Oui, c'est les miens. C'est mes héros à moi, pardon. Oui, les Mes héros et de mes héroïnes. Damien. Voilà. Oui. Mais forcément, les gens qui seront avec nous parleront forcément leur héros aussi. Il n'y a pas de souci. On va faire un ping-pong ensemble. Mais on va partir des biens pour que Spirou, on peut faire 5 heures, 10 heures, 20 heures, 3 jours, 4 jours, 15 jours. Je crois qu'ils ont fait tout un livre. Je crois qu'ils ont fait tout un livre sur ce sujet. Exactement. Je ne ferai pas 15 jours. Je vais essayer de me tenir à 2 heures comme on a fait aujourd'hui. Ça sera très bien. Ouais, Et oui, parce que on a tenu notre horaire. Bon, on a un petit peu triché, mais on a bon, dépassé. Non, on est Mais bien là. on a un très bel invité et un très bon album, donc évidemment, on a dérapé. Oui, non. Ouais, Et priorité au direct et à nos invités qui sont en direct, ce qui me paraît évident. Et en l'espèce, c'est vrai que c'était incroyable d'écouter Laurent Frédéric Bollet parler de l'explosion de la navette Challenger. Eh bien, voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve mardi prochain pour le live de Damien. Sortez vos magazines Spirou. Puis restez à l'affût de nos réseaux sociaux. Vous aurez les rediffusions, vous aurez les petites annonces de tous les jours, des émissions, des programmes, les rediffusions si vous voulez être à l'affût des titres qu'on a cités. Et si vous avez envie de spammer vos amis avec l'émission BD Talk, voilà. Oui, et notamment celle de samedi dernier. Celle de samedi dernier était très bien. Celle sur le festival, si vous n'avez pas regardé, alors elle est longue, mais vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. Hein. Donc franchement, allez-y parce que c'était vraiment bien. Alors oui, pour remettre en contexte,
Samedi dernier, on a fait du coup une émission spéciale qui sera prochainement publiée sur nos réseaux et rediffusée également en petits morceaux bien découpés par notre chef technicien et Yannick. Voilà. Ouais, et on le remercie pour tout ça. Voilà. Des bisous. Merci bon beaucoup. courage. Soirée à tous À et bientôt. bon après-midi à certains. Et bon Oui, après-midi à bonne certains, journée. ouais. Oui, bonne Au journée, oui. Canada. Allez, à Bye, bye, bientôt. bye. Salut. Bonne soirée. À toutes. Merci.